Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle édition de notre émission Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois en compagnie de l'ami Corentin, ici présent. Ça va ? Voilà, ici présent. Salut ! Ça va très bien et toi ? Salut ! Et bien nous revenons donc 3 fois par mois donc pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant sur le monde de la bande dessinée américaine et parfois même pas américaine. Mais donc on est là pour ce premier épisode du mois de juin 2026. On retrace un peu ce qui s'est passé dans les 10 premiers jours, puisque voilà, je l'ai déjà dit qu'on venait 3 fois par mois. Donc les gens ont pu faire le calcul chez eux. On vient 3 fois par mois, puisque vous êtes fort en mathématiques, et ça c'est beau. Avant de commencer cette émission, bien entendu, on remercie notre partenaire Pulps qui nous soutient dans cette aventure podcastique depuis plus de 2 ans maintenant, et avec qui nous avons le plaisir de vous proposer chaque mois une sélection de comics VO à prix de lancement. Ça s'appelle le Focus Pulps, et c'est pour vous inciter simplement à lire des comics avec un prix un petit peu moins cher pour titiller votre facteur curiosité tout en ménageant votre portefeuille. Donc ce mois-ci, on a quand même une très belle sélection, je trouve, gastronomique, du body horror dans un contexte de Révolution française. Très carrément. On a Régicide de Patrick Lindon et Ludovic Lalia, qui est un dessinateur français. Donc Cocorico du Berserk-like par un dessinateur français. Et on a Six of Us, qui est l'adaptation romancée de la triste mort de, comment il s'appelle, de Matthew Perry. De Matthew Perry. Non, ça c'est notre théorie, mais c'est dans Friends. Pas vrai. Voilà, mais qui est surtout les grandes retrouvailles entre Tom King et Gabriel Hernandez. C'est une belle sélection. Walta. Non, elle est vraiment ultra. Après, il y a 2 trucs qui sont pas pour tous les publics, on va dire, je pense. Certes, mais après, il n'y a pas de mineurs qui nous écoutent, je crois, donc je pense que voilà, ça. Et encore. Moi, j'étais mineur quand j'ai lu Gantz ou Berserk. Oui, et puis au pire, oui, il faut se faire ses propres expériences. Et puis effectivement, ce sera peut-être pas des titres à mettre entre toutes les mains, mais je suis pas sûr non plus que ce soit, voilà. C'est pas, il y a pire. Oui. On pourrait lire pire. Mais en tout cas, voilà, ces 3 comics, si vous voulez vous les procurer à un Comment prix... il s'appelait le truc excuse-moi, pardon. De Hip Hop Family Tree et de Peace Corps? De Peace Corps, Red Room. Voilà. Red Room, pour moi, ça va rester, je pense, mon milestone. Avec les suites de Crost, mon milestone de dégueulasserie. Oui, c'est dans le même registre, effectivement. Je pense que ça se vaut. Mais donc voilà, si ces comics vous intéressent, vous avez dans chaque description de notre podcast le lien pour les commander directement. Sinon, vous allez sur pulps.fr, puis vous allez dans Comics VO, précommande VO, et ensuite dans le menu déroulant sur votre gauche, vous faites sélection du mois et vous avez directement les numéros qui s'affichent. Voilou. Et on va bien entendu remercier aussi notre First Print Army, c'est-à-dire les personnes qui nous aident sur Tipeee à voir le podcast sur le long terme. 144 personnes actuellement. On a toujours cette gamification d'avoir 150 personnes pour on va y arriver, pour vous proposer quelque chose de neuf, un petit bonus, et on espère que peut-être ce mois de juin vous convaincra. Voilà, vous êtes quand même plusieurs milliers à écouter First Print, donc n'hésitez pas à rejoindre l'effort, même à partir de 1€. Tous les dons sont acceptés, et nous, ça nous permet vraiment d'être assurés d'avoir un avenir dans un monde, ma foi, plutôt gris quand même, on va pas se mentir. Heureusement, du côté des comics, il y a plein de choses pour lesquelles se réjouir, et donc on va pouvoir commencer tout de suite par la partie comics. Alors, du côté de l'événementiel, un seul mot d'ordre pour le moment, c'est le retour de la Biennale du Comics à Lyon au mois de novembre 2026. On vous en parle déjà maintenant puisque les dates ont été annoncées, mais c'est encore loin, évidemment. Mais voilà, donc réservez votre semaine du 14 au 21 novembre, notamment si vous êtes du coin de Lyon. Alors, on imagine bien que si vous n'êtes pas à Lyon même, ce sera peut-être plus compliqué pour vous de vous y rendre. Mais la Biennale, donc la première avait lieu, comme son nom l'indique, il y a 2 ans, en 2024. C'est organisé avec l'université Jean Moulin Lyon 3. Et c'était un ensemble d'événements autour du comics avec une approche mi-grand public, mi plus sérieuse, avec la participation justement des universitaires. Là, ça revient cette année. C'est une nouvelle association qui s'appelle le Cercle Vistel, qui a été nouvellement créée cette année, qui s'occupe de co-organiser avec toujours l'université, j'ai réussi à le dire, Jean Moulin Lyon 3.
à tout un tas de personnes que l'on salue. Pareil, il y aura un grand nombre d'animations réparties sur toute une semaine, puisque donc c'est du 14 au 21 novembre, avec des artistes invités, avec des tables rondes, avec de la programmation. C'est pas trop, enfin, je vais pas le dévoiler avant l'heure, puisque moi je suis un petit peu au courant de pas mal de choses, puisque wink wink, peut-être bien que l'un ou même les deux membres de First Print pourraient être impliqués dans l'une ou l'autre des animations qui auront lieu. Donc voilà, ça va être super. Le comics mis en avant de façon ambitieuse. J'ai vraiment très très hâte qu'on puisse parler du programme plus en détail. J'imagine plutôt du côté de la rentrée. Là, de toute façon, pendant l'été, ça sert à rien de trop annoncer de choses. À part peut-être que pendant l'été, il faudra annoncer quelque chose pour les First Print Awards. Oui, peut-être. Mais on y reviendra. On y reviendra très prochainement. #teasing. Du côté des annonces de comics en France, on a eu pas mal de choses qui arrivent du côté de Delcourt, parce que tu as le programme de la toute fin d'année qui est en train de se dessiner. Alors, on va pouvoir détailler ça tout prochainement avec monsieur Thierry Mornay, parce je lui avais proposé de faire un bilan, un demi-parcours, puisque voilà, Delcourt, Panini et Urban, c'est quand même les maisons d'édition qui peuvent justifier de faire 2 podcasts de bilan par an au final. Donc on va pouvoir rediscuter de pas mal de choses avec Thierry tout prochainement, mais dans les titres déjà sur lesquels tu as déjà pu faire quelques annonces, Corentin. Alors dans le registre, on a Les Échos de la Bombe qui est donc qu'on avait proposé en Focus Pulps, je crois, News from the Fallout, qui n'a rien à voir, du coup c'est pas un jeu, c'est pas un comics spin-off du jeu Fallout du coup. Non, mais ça n'a pas rien à voir. Mais ça n'a pas rien à voir parce qu'il y a quand même aussi une apocalypse nucléaire qui est impliquée là-dedans. Et une esthétique années 50-60, un peu dessin animé. C'est compliqué de décrire ce projet, donc on va juste se résumer sur le pitch. Donc effectivement, il y a un nouveau style de bombe nucléaire, de bombe atomique, qui a été développé par les États-Unis. Ils vont la tester dans le désert du Nevada, comme ils ont fait pour la bombe A. Et après l'explosion, des soldats qui ont été précisément placés là pour subir les radiations et voir un peu ce que ça faisait aux êtres humains, se retrouvent en mode zombie. Et en mode zombie, je fais tu vois, comme ça. Un personnage qui est assis à tout ça prend la bagnole pour échapper aux zombies et va se réfugier dans une sorte de petit bunker, un peu façon La Nuit des Morts Vivants, le premier de Romero, où voilà, vous avez un groupe de personnages qui s'isolent des zombies dans une maison et doivent un peu passer la nuit sans se tirer dessus, sans se massacrer, sans craquer ni rien. Et on va suivre un peu voilà ce groupe de personnages-là dans une histoire qui est entièrement dessinée en ombre chinoise, entre guillemets, puisque il n'y a pas de silhouette, il n'y a pas de visage, il n'y a pas de décor non plus. C'est que des ombres portées, avec un effet un peu granuleux, comme de la poussière après une explosion nucléaire. Et ça parle un petit peu, voilà, de la nature humaine en situation de crise, de notre rapport à l'armement, de notre rapport au militaire et à la peur nucléaire, évidemment, parce que c'est très présent, c'est le motivateur de l'intrigue au départ. Avec un dessin qui fait peut-être plus des structures un peu cartoon, enfin en tout cas parce que ça reste encore une fois du noir, hein, mais un peu plus cartoon, un peu plus dessin animé façon années 50, un peu parodique aussi. C'est pas mal, c'est une lecture sympathique. Ça mérite d'être lu 2 fois, je pense, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'on a essayé de nous dire. C'est Temple Smith, hein, quand même, le dessin. Hein? C'est très Temple Smith, hein, le dessin, quand même. Dans l'idée, ouais, absolument. C'est très dépouillé, hein, pour le coup. J'aime beaucoup. Et ben voilà. Donc, un choix en tout cas assez ambitieux et assez intéressant. Enfin, je veux dire, comment dire, inattendu. Je pensais pas que ce genre de projet-là pourrait trouver un écho en France. En plus, de la bombe. On n'a pas la culture. Enfin, on a une culture de la bombe nucléaire, si, évidemment, mais c'est pas pareil. Tu vois, notre rapport à cet imaginaire-là est quand même très distant par rapport aux États-Unis. Il y avait une BD chez Glénat, La Bombe, justement, qui était, je crois, un peu qui retraçait la construction de la bombe atomique, qui avait beaucoup marché à l'époque, il me semble. Donc, on a peut-être quand même une passion un petit peu pour la peur du nucléaire. Oui. Et quelque part, vu le contexte actuel. C'est vrai. Les craintes d'une 3e guerre mondiale et tout ça, je dis pas forcément que Delcourt a envie de miser sur la peur de tout le monde. Non, mais je pense que c'est plus ça. À mon avis, le film Oppenheimer a fait du bien et il y a un peu un côté, tiens, on peut mettre, si vous avez aimé Oppenheimer et côté bombe nucléaire, voilà, tu vois, ça, pareil, les histoires de zombies, ça marche bien, en général. Mais, feuilletez-le, hein, quand ça sortira, vous verrez. Après, il y a une vraie c'est quand même assez particulier. Oui, il y a quand même une vraie identité graphique et ça, enfin, même une identité graphique qui est forte, en tant que telle, quoi. Ouais. Donc ça arrivera en fin d'année, cet automne. À noter d'ailleurs que le Comic Shop Assemble soutient ce projet. Ça fait plaisir avec une superbe couverture de James Aaron,
qui moi me fait beaucoup de l'œil, avec vraiment un champignon atomique avec des têtes de mort incrustées dedans. Vous pouvez voir l'article sur comicsblog.fr, on l'a intégré dedans. Donc ouais, c'est une sortie. Généralement quand le CSA se place dessus, c'est qu'ils ont envie de soutenir le projet, qu'ils y croient. Donc un gage de confiance quelque part supplémentaire. Mais du reste, qu'est-ce qu'on a aussi? On a Mugshots pour les amoureux de Parker. Oui, absolument, et surtout du Parker de Darwyn Cooke, puisque c'est un exercice. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres Parker? Bah, il y a les romans en Parker. Oui, mais voilà, mais en BD, oui, mais en BD, quoi. Non, parce que, mais bien sûr, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça se rapproche au niveau du ton un petit peu de Parker, mais c'est pas un Parker-like au sens scénaristique du terme. La distinction, et je pense qu'ils vont surtout le vendre comme ça, se fait vraiment au niveau du dessin. Dans le sens où c'est du noir et blanc, encore une fois, avec des pattes chromatiques unies, et généralement 2 pattes. Vous avez des scènes en bleu bleu Cook d'ailleurs, et vous avez des scènes en jaune Cook. Enfin, très jaune Cook de Parker. L'inspiration graphique est assez évidente. Et au niveau du scénario, bah, écoute, eux, ils comparent ça à Guy Ritchie parce que c'est de la mafia britannique. Et il y a des petits chassés-croisés de un tel connaît un tel connaît bidule. Au niveau du ton, ça a en revanche peu de choses à voir avec avec Guy Ritchie. C'est plus, comment décrire ça? Ouais, c'est plus du Hellblazer. Enfin, pas vraiment du Hellblazer. Tu vois, le comics de Cy Spurrier avec les gangsters qui utilisent la démonologie pour se taper sur la gueule? Damn Them All. Tu te souviens, au début, l'héroïne, en fait, elle a un oncle qui est Hellblazer, en fait. Ouais. Et c'est un petit camp mafieux où tout le monde se connaît, ils ont tous bouffé ensemble à midi, etc. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est vraiment, en fait, cet imaginaire des petits truands de quartier qui se connaissent tous depuis des générations, qui s'appellent tous par leur prénom, qui ont tous des surnoms un peu à coucher dehors, mais il n'y a pas, donc, effectivement, un peu à la Guy Ritchie, mais il n'y a pas l'humour absurde de Guy Ritchie. C'est une histoire plus noire, plus sombre, en l'occurrence, celle d'un truand, d'un ruffian, dont la nièce a été enlevée. On ne sait pas par qui. Et lui va être chargé de mener l'enquête. Et en fait, on comprend que, bah, lui, c'est un peu, effectivement, à la Constantine, un mec qui a fait les mauvais choix de vie. C'est une ordure, c'est un salaud, et il s'en veut. Il est pas très fier de lui. Et il a semé toute une variété, en fait, de gens qui lui donnent du fric, des ex-petites amies, etc., etc. Voilà. Donc, c'est de ce profil-là, en fait. C'est un peu ce que je disais dans mon article, le chaînon manquant entre Hellblazer, sans les sorciers, et Parker, sans le héros métallique qui traverse les scènes en défouraillant à tout va. C'est vraiment, voilà, c'est un peu un gloubi-boulga de ces deux trucs-là. Graphiquement, c'est super agréable. Je trouve vraiment, c'est une très bonne lecture. Ça se suit sans déplaisir. C'est, avec 3 coups de crayon, il te fait des gueules et tout. Ça se côté un peu anguleux et rond à la fois. Enfin, c'est vraiment très, 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 très plaisant. Au niveau scénaristique, bah, c'est pas mal. Faut savoir que le scénariste en question, c'est le mec qui a fait Skin Police, qu'on avait, je crois, aussi recommandé Oui. en Pulps boutique budget. Focus Pulps, pardon. Pulps. Et c'est aussi, voilà, c'est un des scénaristes, c'est un scénariste britannique déjà, qui accompagne souvent Shaky Kane, notamment depuis la nouvelle résurgence de l'œuvre de Kane chez Onipress. Donc on est quand même sur un bon profil. C'est intéressant d'ailleurs de le voir écrire pour un autre dessinateur, parce que généralement, c'est un gars qui comprend très bien les forces de l'artiste avec qui il est. Si vous regardez Skin Police, qui a un coup de crayon un peu à la Frank Whiteley, je dis bien un peu à la Frank Whiteley, vous voyez qu'en fait le texte est fait pour flatter le dessin, ce qui est pareil chez Kane. Et là, c'est encore un peu le cas, mais c'est quand même mieux écrit. C'est assez ciselé. Les relations entre les personnages sont très bien écrites. C'est plutôt dépouillé, plutôt écorché vif. Les parents de la fille qui s'est fait enlever sont assez touchants dans cette histoire. Franchement, très bonne BD. Je recommande. Si vous aimez bien les comics polars, c'est un très bon polar. Et pour terminer, pour le moment, dans les annonces qui ont été qu'on a pu apercevoir, Warm Fusion, donc qui est une nouveauté distillerie qui arrivera, parce que bon, distillerie, ça a été compliqué quand même ces derniers temps. Il y a plein de titres qui avaient été annoncés, qui ont été mis en pause, notamment en lien avec la crise de Diamond Comics, puisque c'était leur distributeur. Et bah, c'était la merde, de toute façon. Donc, ils ont dû simplement annuler toutes les précommandes pour se remettre bien dans leur planning, dans leur gestion. Warm Fusion, par contre, c'était sorti sans aucun souci. J'imagine qu'il y a aussi des équipes créatives qui avaient du retard et qu'il fallait donc c'était mieux d'annuler les projets, de les ressolliciter plus tard quand ils seraient sûrs d'avoir tous les numéros de prêt. Oui, là c'est que 4 numéros, ceci étant. Là oui, ça a pu aller plus vite, je pense. Projet. Après, ils sont jamais très très longs, hein, les projets. Et ça va aussi. Mais en l'occurrence, celui-là, donc tout est terminé. Oui, alors
Celui-là, c'est Scott Hoffman au scénario. Scott Hoffman, qui est l'un des cofondateurs du groupe Scissor Sisters, un groupe de glam rock et de alternative pop que je pense beaucoup de gens connaissent, qui s'était déjà mis aux comics en fait. Oui. Il avait commencé par un truc qui était justement l'histoire d'un rocker qui était enfermé chez lui, qui avait plus à sortir. C'est un truc assez paranoïaque, assez psychédélique, assez surréaliste, qu'il avait fait chez Comixology. Et Comixology l'avait re-signé derrière pour un projet plus science-fiction dans la foulée. Et donc là, bah voilà, il se dit, écoute, moi j'aime bien les comics, ça a l'air de bien se passer, on me propose des contrats, donc je vais continuer ma carrière là-dedans. Oui, parce que juste pour te mettre chez Comixology, c'est avec Chip Mosher qu'il a travaillé sur les titres Comixology Originals, et puisque Chip Mosher est parti, enfin quand il se fait virer, est allé fonder Distillery ensuite. Voilà, tout se recoupe. On comprend pourquoi ils ont continué l'avant. Et c'est Ponticelli Alberto Ponticelli qui dessine. Tu veux faire ton accent italien? Je t'ai vu sourire. Alberto, c'est la famille. Alberto, la famille. Il est trop gentil. D'ailleurs, aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est son anniversaire. Bah, bon anniversaire, Alberto. Devine quel âge il a. Il a 50 ans. 57. Eh! Ouais. Il les fait pas du tout. De l'aisance dans son crayon, ce garçon. Comment on dit bon anniversaire en italien? Et voilà, la fraude. Tu viens de faire fraude check, mon gars. À dire. Donc, c'est Ponticelli, que nous on aime beaucoup moi j'aime beaucoup pour Good Night Paradise, que Arnaud aime beaucoup pour d'autres raisons, la solidarité italienne notamment, qui fait donc effectivement un polar. Je l'aime beaucoup pour son dessin quand même. Un polar cyberpunk sur le motif de la prothèse, on va dire, dans une version futuriste de New York. Un acte terroriste a été perpétré à coups de bombes nucléaires, on y revient, ou en tout cas à coups d'armes sales, d'armes crado qui émettent des radiations, et une partie de la population des quartiers pauvres n'a pas pu être relogée, et donc a dû grandir et vivre avec ces radiations qui ont développé, tu vois, ta blague fallait faire avant en fait, qui ont développé donc des mutations un peu dégueulasses, un peu façon Total Recall j'allais dire de Cronenberg. Non, Cronenberg a commencé le film, mais c'est c'est Verhoeven qui l'a terminé. Et effectivement, voilà, on sait pas trop quoi faire de ces gens-là. Donc, une compagnie arrive et se propose une solution avec une technique qui s'appelle la Warm Fusion, qui est une sorte d'alliage biotechnologique. On peut leur changer les parties de leur corps qui déconnent et leur foutre des prothèses à la place. Évidemment, comme c'est un monde de cyberpunk, la compagnie en question va forcément avoir un lien avec ce qui s'est passé à l'époque. Le Warm Fusion en lui-même, c'est un truc plutôt crasse-pouille. Et comme c'est du cyberpunk classique, du tech noir, entre guillemets, vous avez un flic en imperméable qui va collaborer avec une prostituée. Voilà, et ils vont remonter jusqu'au sommet de la chaîne. C'est très, très, très académique au niveau de son écriture. Ça vaut plus le coup pour les dessins. Je sais pas trop pourquoi ils ont été chercher ce projet-là particulièrement, pour être honnête. Il y a d'autres trucs de distillerie qui auraient pu valoir le coup. Mais bon, voilà, il y a un public. Ça dépend aussi de la disponibilité, de ce qu'ils ont fait récemment. Après, je le vois très bien, tu vois, entre Clear, qui était sorti avec de Scott Snyder et France Manapool. Il y avait quoi comme autre distillerie qui était sorti qui me fait un peu... Enfin, je vois en fait certains titres, même Cosmic Detective quelque part. Oui, c'est pas idiot, effectivement. Et les Cosmic Detective, ils l'ont publié chez Delcourt? Ouais, bien sûr. Ah ouais. Sorti l'automne dernier. Ah, trop marrant. Ok, mais pour le coup, des choix assez ambitieux. Enfin, sauf pour Clear qui était nul à chier, mais là, en l'occurrence, on est plus sur un projet, on en avait parlé à l'époque, on est plus sur un projet qui se lit. On va dire sans plus. C'est pas extraordinaire. Ça va pas vous révolutionner votre conception du cyberpunk. Néanmoins, effectivement, il y a des fans de cyberpunk qui ont le droit d'être abreuvés. Donc, très bien. Mais c'est, en l'occurrence, vraiment une sélection assez inattendue. Je sais plus si on avait parlé des autres projets antérieurs, mais il y a aussi du Hellboy, il y a aussi des Hellboy qui arrivent. Uritubka et les dieux, que là, il faudra lire si vous aimez Mike Mignola. Et je crois que c'est tout ce qui a été annoncé pour l'instant. Pour l'instant, ce qui a été présenté pour l'instant. On reparlera du reste du programme. De toute façon, j'imagine qu'il sera complètement dévoilé d'ici peu de temps. Et donc aussi du côté des nouveautés VF, c'est vrai qu'il y avait une dernière nouveauté de Panini Comics qu'on n'avait pas chroniqué avec la fin de leur Big News. Alors il y a encore quelques autres titres sur lesquels il faut que je prenne le temps de rédiger ou que je fasse ou que je te laisse la main. Mais il y a The Lucky Devils qui a été annoncé. Oui, ça c'était attendu. Je me demande si ça avait pas déjà été quand même sous-entendu ou si on n'en avait pas déjà discuté dans un podcast avant, mais qui est donc la nouvelle série de Charles Soule et Ryan Brown. Donc l'équipe créative qui avait fait récemment 8 Billion Genies
8 Billion Genies qui avait été publié chez Panini Comics et qui avait, contre toute attente, trouvé un certain succès. Parce que, aux États-Unis aussi. Hein. Ouais, bah, à tel point que d'ailleurs que ça a motivé une adaptation en film. Alors, elle se fera pas, c'est pas leur problème. Eux, ils ont touché le chèque de la mise en option et quelque part, ça fait un peu de promotion pour un titre qui est ok en tant que tel. Mais moi, ça m'avait surpris parce que je l'avais pas vu, parce que enfin, même au niveau des... Non, on avait fait un back issues dessus, t'étais même assez déçu, toi. Oui, non, moi je trouve pas incroyable et ça m'avait surpris par contre de voir tellement de gens, même en France en fait, avoir vraiment kiffé. Donc tant mieux. Oui, bah c'est du même tonneau, hein, ceci étant The Lucky Devil. Ça a l'air un peu du même. Ça ressemble même beaucoup. On dirait presque que c'est un spin-off. Hein. C'est une suite spirituelle. Oui. En fait, on peut dire ce que l'idée. Alors, dans 8 Billion Genies, c'était vraiment chaque être humain en fait a un génie qui peut exaucer un vœu et ça devient très rapidement la foire puisque tout le monde souhaite tout et n'importe quoi. Là, c'est encore différent. C'est en fait, on part du principe que chaque être humain a un diablotin qui lui est attribué et que les diablotins en fait les poussent à tomber dans un des 7 péchés capitaux, enfin des gros défauts que tu as. Je crois qu'ils ont même créé un 8e. Il y a une réplique où il dit 8 c'est mieux. Wink wink, on a fait 8 Billion Genies juste avant, on va faire tout en 8 maintenant. Ouais. Et le truc c'est que à partir du moment où ils arrivent à faire tomber quelqu'un dans ce péché, en fait ils peuvent ensuite enchaîner sur le suivant. L'idée c'est que voilà, les êtres les plus puissants en fait c'est ceux qui ont tous les péchés en eux et c'est pas étonnant que ce soit les milliardaires, grosso modo, et les politiques, quoi. Enfin, pourquoi c'est vraiment les personnes les plus viles, en fait, qui ont le pouvoir sur Terre. Et en fait, nous, on s'intéresse à deux êtres humains qui s'appellent Camstein et Star Wilson, qui, en fait, ont leur diablotin, qui essayent absolument de les faire tomber dans, alors, je crois qu'un c'est la colère et l'autre, je sais plus ce que c'est, peut-être l'envie. Et ils y arrivent pas. Parce que c'est les êtres humains vraiment visiblement les plus purs du monde. Et donc, en fait, ils ont un projet plutôt, c'est d'essayer de leur donner des pouvoirs en traversant tous les cercles de l'enfer pour qu'ils deviennent les êtres humains les plus puissants et que eux puissent prendre du galon dans leur propre enfer. Sauf que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que en fait, quand Cam et Star essayent d'utiliser leur pouvoir pour faire le bien, c'est pas comme ça que ça va se passer, quoi. C'est toujours dans cette même optique de comédie un peu aussi, de titre assez humoristique. Ouais, avec des petites créatures plus gremlin là pour le coup. Ouais, qui ressemblent. Ouais, ça c'est des petits diablotins, quoi. Des gremlins. Donc ça arrivera cet automne en novembre même chez Panini. Très franchement, moi j'ai tenu 2 numéros avant de lâcher l'affaire. Mais encore une fois, parce que j'ai vu que ça ressemblait trop entre guillemets à 8 Billion Genies et autant je m'étais bien amusé moi devant 8 Billion Genies, autant là ça me parle pas. Il y a moins un spectre des possibles. Comme 8 Billion Genies où littéralement tu peux tout faire grâce au concept des souhaits. Donc peut-être qu'effectivement si le premier a fonctionné et que nous on n'a pas trop compris, ça marchera là tout autant. Sachant que la série Fine Print de Stjepan Sejic et surtout le 3e tome de Phantom Road de Jeff Lemire et Gabriel Walta arrivera également cet automne et ça fait plaisir. Parce que Phantom Road, c'est bien, mais le problème, c'est que c'est un rythme très lent puisque Jeff Lemire accorde du temps en fait à Gabriel Walta entre chaque arc pour qu'il puisse faire d'autres projets. Et c'est pour ça qu'on a notamment Six of Us qui apparaît sur les calendriers de publication. Mais l'intrigue n'est pas non plus une cadence frénétique. Hein. Non. Oui, en plus, c'est un rythme qui est très... Non, c'est vrai, t'as raison. Quand t'as dit c'est très lent, je croyais que tu parlais vraiment du scénario. Le rythme, en plus, est très relâché. Ouais. Donc, mais moi, j'aime beaucoup cette série quand même. Ah oui, c'est génial. Je trouve qu'elle est vraiment très, très sympathique. Et aussi, ça a été annoncé que ils sont passés de faire un coucou chez le vidéaste Ingé Comics que Magic Order et Jupiter's Legacy arrivera en poche. Donc ça c'est une chouette occasion d'aller découvrir ce titre plus pour Jupiter's Legacy quand même que pour Magic Order pour toi j'imagine. Ouais. Mais en soi moi je trouve que justement ça reste une bonne occasion de mettre en avant certains titres du Miller World. Je te crois sur parole, j'ai pas été au-delà du tome 2 pour Magic Order donc. Et c'est là non vraiment ça se tenait bien sur l'ensemble sur les 5 tomes. Du coup moi je trouve que c'est un des travaux les plus consistant de Mark Millar contrairement au truc au Vatican là. Alors ça c'est de la merde. Putain, je l'ai lu, ça y est. Ah oui, bah c'est éclaté. C'est nul hein. C'est une folie, c'est vraiment naze. Et même Perberg est pas du tout incroyable au dessin, donc je sais pas pourquoi il a voulu en faire un peu une sorte de lubie, genre je suis allé le chercher sur les réseaux, je sais pas quoi, c'est un nouveau dessinateur prodige. Non, il y a pas d'envergure, le dessin est relâché de fou, mais ça rend pas du tout en plus avec le style de récit à très grande échelle en fait qu'ils essaient de représenter. Donc effectivement j'ai pas compris du tout ce projet. Mais du coup Magic Order et Jupiter's Legacy, c'est cool, c'est mieux.
Donc voilà, j'en refais un petit article, mais Toujours un peu déçu de ce qui est arrivé à Jupiter's Legacy au global. Ça aurait pu être la une sorte de... conclusion Non, était... non, tu m'as pas compris. Au niveau adaptation. Ah oui, bah oui, Ils auraient dû ça... retenter ou en faire une série animée comme pour Super Crooks, quoi. Ça aurait été super. Ouais. Et au final, heureusement, heureusement, la BD est pas trop mal. Enfin, la fin pose bien le vaisseau, je trouve. Oui. Sans que ce soit particulièrement... En fait, c'était le 3e, tu sais, ta finale qui est plutôt correcte, t'avais celui du retour, le Requiem qui était peut-être un peu moins bien. Un peu moins bien, ouais. Mais ça retombe bien sur le problème de Requiem, c'était Matthew Smith qui termine la série à la place de... à la place de... Merde. Oh là, mon Dieu. Je me souviens du mec qui remplace, pas du premier. Le champion du numérique, là, qui fait de la super peinture et qui est très fort et voilà. Arnaud Kikou. J'essaie de le retrouver. Je vais pas meubler plus longtemps que ça, moi. Il est bien, ton Zelda Ganon. Hein. Je vais pas penser à te complimenter là-dessus, mais c'est un très beau Zelda Ganon. Il est pas monté encore. C'est Tommy Lee Edwards. Voilà, Tommy Lee Edwards, tout à fait. Ouais. Et effectivement, c'est lui qui fait du coup la meilleure partie de ce tome-là. Yes, donc toujours bien de développer un petit peu le catalogue poche pour permettre de faire découvrir un peu à la manière des Vertigo chez Urban Nomad, quoi. Ça permet de faire découvrir des titres indés aussi à moindre coût. Du côté de la V, le House of X, Powers of X aussi en poche là récemment. Il arrive en poche déjà ? Il est arrivé en poche et du coup je sais pas s'ils vont faire après toute la saga de Krakoa en poche. Ce serait plutôt intéressant. Enfin, en tout cas pour les bonnes séries Excalibur, Marauders, Amazing X-Men, Uncanny X-Men, ce serait pour le coup assez intéressant parce que du coup ça fera qu'un tome 1. Alors je sais pas si ça pourrait être prévu pour 2027, mais en tout cas c'est pas dans le line-up de cette année. Hein. C'est bien dommage. Clairement. Ah, je sais pas. Mais il l'avait fait, tu sais, Krakoa, au début, ils faisaient les gros tomes où il y avait deux numéros. Oui, non, mais je vois très bien de quel tome tu parles. Effectivement, ils vont pas refaire tous les 100 tomes de Dawn of X, Reign of X et tout ça, mais même en reprenant certaines séries séparées. Oh, tu vas jusqu'à Inferno, tu la fais juste tâche, elle est très, très ambitieuse, quoi. Bah oui, mais on est ambitieux ou pas dans le milieu des comics, mon gars? Ah, c'est pas le but des... Enfin, je sais pas. Civil War, ils le font en combien de tomes Civil War, ça a été fait, c'était en 7 tomes. 7 tomes? Ouais. C'est vrai que 7 tomes pour Civil War, du coup. 7 tomes, ils sont en train de faire le Thor de Jason Aaron aussi, qui sera aussi, je crois, en 7 tomes. Et je sais plus, ils ont fait le Amazing Spider-Man de Strass aussi. Oui, qui est en cours, là. Ouais, qui doit bientôt ça. Et c'est le 5 que j'ai croisé, moi, en librairie l'autre jour. Mais bref, non, mais moi, j'aime bien les poches. Enfin, j'aime bien les poches. Pour relire des trucs que je compte pas avoir en gros tome, parce que je me manque de place. Oui, et c'est adapté pour des longues séries comme ça, où tu veux dire, j'ai envie de faire des grosses lectures avec... On va choisir entre ça et un omnibus. Si le graphisme m'intéresse peu ou moins, ça peut faire la blague. Ouais. J'ai changé d'avis, finalement. Bah oui, mais il y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Tu veux dire que je suis pas idiot? Bah non, tu ne l'as jamais été. Oh, merci, gentil, merci. Intelligent dès la naissance. Allez. Alors, la suite. La suite, donc, justement, pour les gens un peu plus idiots comme moi, du côté des comics VO, il y a Bad ID qui a fait quelques annonces. Ils sont en train de lancer un truc, faut que je fasse un autre article dessus. On en reparlera sur leur Monsterverse. Ils vont faire plein de comics un peu débiles avec des monstres à la con. Mais en attendant, là, il y a une série qui s'appelle Lancer qui arrive, qui est faite par Mike Costa et Jake Baker. En fait, ça a démarré comme un B-side, et un B-side, en fait, faut savoir que c'était des courtes histoires en backup qui étaient proposées dans une série qui s'appelle The Hero Trade avec David Lafame et oui. Attends, c'était qui le scénariste? C'était Matt Kindt et David Lafame. Bon, c'est toujours pas sorti en VF chez Bliss, je sais pas s'ils le feront. Parce qu'en fait, c'était plein de récits assez courts, mais avec en plus dans chacun numéro donc des B-sides, donc simplement un backup sur des récits qui n'avaient pas forcément grand chose à voir. Et en fait, Lancer, c'est parti de là. Et le concept, il a tellement bien marché qu'ils ont décidé d'en faire une série, parce que le concept, c'est juste que c'est un mec qui chasse des animaux mutants, grosso modo. En fait, Lancer, donc, c'est le nom de l'application qu'on utilise dans ce futur proche, où en fait, tu peux avoir des poules mutantes, des coyotes en Californie, des cobras et des dromadaires en Australie qui t'attaquent, quoi. Et donc, c'est en galère de thunes, tu lances Lancer, t'as une chasse qu'on te propose avec une prime, tu pars avec ton fusil et t'essaies de buter le truc sans te faire buter. Et le problème, c'est que, Pete Sanborn, c'était un type qui est un mercenaire qui a vraiment profité de cette application pour avoir de la thune, un salaire, et surtout l'espoir que un jour il gagne assez pour pouvoir quand même arrêter de faire ce genre de choses là. Mais à un moment, il fait une chasse aux sangliers mutants au Texas. Et ça tourne mal. Et ça tourne mal.
Et donc, vu comment ça tourne, il perd tout son crew, en gros, il décide de tout arrêter. Et puis, il y a quelqu'un qui vient le recontacter des années plus tard, un ancien chasseur qui lui dit, là, j'ai une mission à t'offrir. C'est dans les égouts de New York. Il y a quelque chose qui s'y cache. Et je te jure, c'est pas les Tortues Ninja. C'est peut-être Slash, remarque. Et donc, le côté un peu, une dernière mission pour la route et après, ça ira. Et donc, on imagine que, évidemment, ça partira en couille. Mais donc, voilà. Ça a l'air marrant. Ça a l'air très con. Pourquoi il y a une couverture avec Eugène Delacroix? Ah, mais on en avait déjà parlé, non? Mais oui, c'est parce qu'en fait, oui. Ils utilisent des couvertures où ils reprennent des tableaux du coup, qui sont en plus quasiment, je crois, tous au Louvre. Ou pas forcément, en fait. Ils prennent des tableaux classiques et ils les utilisent comme couverture variante. Et je ne sais pas s'ils ont le droit de faire ça. Je cherchais dans les détails s'il n'y avait pas, du coup, le héros ou un sanglier, etc. Il y a rien. Non, c'est vraiment repris la liberté qui guide le peuple tel quel et ils ont collé Lancer dessus. C'est des malades mentaux. C'est dans le domaine public, je suppose. Je sais pas. Ouais, mais là, t'en fais une exploitation commerciale quelque part. Donc, vraiment, ça... Oui, c'est vrai. Mais par contre, il y a un truc, tu vois... Peut-être que c'est le droit à la parodie. Tu peux te réfugier là, derrière ce truc-là parce que, mais vraiment, allez voir sur le site parce que c'est à crever de rire. Il y a vraiment juste la liberté qui est dans le peuple. Il y a Lancer qui est ça, il y a le trade dress, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Mais dans un autre registre, tu vois, putain. Là, ils ont envoyé un communiqué de presse qu'il faut que je reprenne, mais pour un titre qui s'appelle Banana Number One, un titre de Joshua, je l'ai vu passer, ouais. de Joshua Dysart, avec une cover de Michael Allred. C'est vraiment avec un personnage, c'est une banane, quoi. Et ce sera dessiné par Kevin Maguire. Et en fait, ils ont fait une couverture où en fait, ils collent dessus la banane qui est l'œuvre d'art accrochée. Oui, Ceci n'est pas une banane. Ceci n'est pas une banane de Maurizio Cattelan. Et en fait, ils la collent comme ça sur l'image. Et ils ont fait un communiqué de presse pour dire. Ouais, c'est nous, on l'a volé, on est coupable et tout ça. Et juste pour faire la promotion de leur nouveau titre. Donc vraiment, ils ont trouvé un nouveau créneau. De toute façon, c'est un peu leur truc, hein, avec Dinesh, de trouver à chaque fois un truc un petit peu débile comme ça. Ah, mais je crois que ça, c'est par rapport à une expo d'art performatif, qui avait eu lieu récemment, où l'œuvre d'art, c'était de coller une banane. Et après, il y a un autre mec qui avait ouvert la banane pour la manger, où on disait, ça, du coup, c'est aussi une œuvre d'art. Et il y avait un débat par rapport aux critiques sur qu'est-ce que l'art, finalement. Est-ce qu'on n'est pas en train de se gourer un peu tous, les gars? Mais ok. C'est vraiment des guignols, hein, pour le coup. Mais le projet a l'air très cool. C'est une pure BD, australienne, j'ai envie de dire, quasiment, parce que la culture de la chasse là-bas, c'est vénère. En plus, le héros a un mulet. Donc, il y a sûrement une blague par rapport à l'Australie dans ce projet. Mais carrément, franchement, moi, je suis personnellement contre la chasse. Mais c'est vrai que le pitch est tellement débile. Enfin, forcément, t'as envie d'y aller, quoi. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Bad Idea, ils sont en train de se spécialiser un peu là. Mais c'est comme Tankers, quelque part. En fait, il y a beaucoup de titres très débiles, quoi. Con. Enfin, genre, on n'a plus de pétrole. Donc on va retourner au temps des dinosaures pour massacrer les dinosaures. Ça fera plus de pétrole dans le présent. Et donc on envoie des Space Marines pour dégommer des dinosaures. Enfin, moi, j'avoue, j'adore. Personnellement, après, combien de temps ils peuvent tenir avec ça, c'est une vraie question. Mais t'as ça, t'avais Monster Kill Squad, même Megalith aussi, ça c'est bourrin au final, tu vois. Donc, Kill Squad qui était un peu plus débile pour le coup, mais ils ont quelques vannes sympas dedans. Ouais, ils aiment vraiment faire beaucoup de choses comme ça. Alors du côté du Ignition Press aussi, on a eu pas mal d'annonces de titres avec Culte de Sac, Minotaur et Airwalker. Alors dans l'ordre, Culte de Sac, du coup, c'est donc un jeu de mots par rapport à Cul-de-sac, la tanière de Bilbo le Hobbit. Donc Cul-de-sac, effectivement, si on le dit vite, ça marche. Cul-de-sac, ouais, pas mal. Cul-de-sac, c'est effectivement l'histoire. Bon, c'est un nouveau Cullen Bunn qui sort toujours au moins 5 créations originales par an, c'est un peu la cadence habituelle. Comme je le dis dans mon article en rigolant un peu, le mec, tu lui donnes un siège de chiottes ou un mug ou un câble d'enregistrement, il t'en fait un truc d'horreur. De toute façon, tout existe en horreur chez Cullen Bunn. Je crois qu'il n'y a pas un truc qu'il n'a pas encore traité. Donc là, évidemment, il s'est intéressé. Alors, je crois qu'il n'a pas encore traité les joints d'étanchéité de conduite d'évacuation de climatiseur de morgue. C'est un tout petit marché. François Pérusse, tu nous écoutes. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, en l'occurrence, il s'est intéressé au sujet réel, parce que c'est une vraie problématique de la vraie vie, des Homeowners Association, donc les fameuses HOA. Je vais pas vous faire un trop long descriptif, mais dans l'idée, quand vous allez acheter une maison aux États-Unis, particulièrement une maison à pavillon, dans les banlieues pavillonnaires,
vous avez un syndic de copropriétaires qui vous impose des normes extrêmement strictes, extrêmement rigides que vous devez suivre. Par exemple, si toutes les maisons du quartier sont blanches, on peut vous imposer de peindre votre maison en blanc pour garder l'uniformité. Enfin, au départ, c'est pour que la valeur du quartier, la valeur immobilière du quartier, voilà, au moins ne baisse pas. Pareil, tu vois, si t'es une souillon qui n'aime pas tourne ta pelouse tous les 5 jours et qu'elle est un peu trop haute, bah du coup, tu comprends, ça fait clochard un peu, faut pas faire ça, etc. Donc là, on te taxe pour te dire tourne ta pelouse, sinon on te prend de l'argent. Et en fait, tu te dis bon, bah à la limite, je t'emmerde, c'est ma maison, je fais ce que je veux, je ne payerai pas ton impôt, pas ta dîme, et on va rester chacun chez soi, tu vois. Et en fait, non, parce que ces boîtes-là, justement, enfin ces copropriétés-là, peuvent exproprier les gens qui ne suivent pas leurs règles et mettre la maison en hypothèque, parce que le système bancaire américain est très particulier et généralement, c'est la banque qui a la maison de toute façon, elle s'en fout de savoir qui c'est qui paye du moment qu'il y a quelqu'un qui paye à la fin du mois. Je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais il y a eu des cas de gens qui, pareil, parce qu'ils ont refusé de peindre un volet ou qui faisaient un peu trop de bruit après 22 heures, se faisaient foutre à la porte de chez eux parce que les HOA décidaient de voter pour l'expropriation des gens. Ce qui participe beaucoup du côté normatif extrêmement uniformisé de ces quartiers-là. Et ça a été souvent parodié, critiqué à plusieurs reprises dans la fiction. Là, en l'occurrence, dans Culte de Sac, c'est une famille qui s'installe dans une de ces banlieues-là et qui réalise que la Homeowners Association locale n'est pas là pour rigoler. C'est-à-dire, si tu suis pas les codes, il va t'arriver des bricoles. Je vais prendre le cric, la bombe lacrymogène, de style massacre et... Je te la rayais ta BM, que je la raye sa BM si tu savais comme j'ai la haine, là. Je te le fais par cœur au karaoké, ça, tu le sais très bien. Je sais, on a déjà eu ce moment-là. Donc, voilà, c'est un petit projet sympa, et c'est pas tout à fait nouveau. Il y a un film de Joe Dante, The Burbs, avec Tom Hanks, banlieusard en français, qui parlait déjà un peu de ça, sous un angle plus comique. Et effectivement, si le sujet des homeowners... Je pense que banlieusard, c'est le truc de... Ah, d'accord. Donc, Kerry James, ouais. Sous l'angle plus sérieux, si le sujet vous intéresse, vous avez une vidéo de John Oliver sur YouTube qui revient en détail sur le problème des Homeowners Association, et c'est marrant que ça inspire l'horreur. Ça a l'air terrifiant. En même temps, c'est terrifiant comme concept, quoi. Donc, bah, c'est vrai que t'achètes un bien qui t'appartient pas vraiment, tu vois. Ouais, littéralement, la communauté t'impose d'être dans la norme, sinon on te dégage de chez toi. Et il y a plein d'autres problèmes que là, j'énumère pas, mais voilà. Pour ce qui concerne la suite, on avait Minotaur. Minotaur, c'est le Planetary de l'IA. Pas que de l'IA, c'est le Planetary de technologie moderne, a priori, puisque le deuxième numéro devrait parler d'une sorte de loup-garou, enfin de tigre-garou, qui a priori ce serait un mème qui serait échappé d'internet. Ah, ok. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est-à-dire que... Ok, mémétique, mais c'est pas grave. Mais si vous lisez Planetary de Warren Ellis et John Cassaday, vous avez effectivement une intrigue qui se passe en 99, et comme beaucoup de comics de cette période, comme la Authority, aussi de Warren Ellis qui parlait beaucoup de ce truc-là, ou la Ligue Gentlemen Extraordinaire de Alan Moore, il y avait cette espèce d'anxiété par rapport au nouveau millénaire et au siècle qu'on venait de vivre. Et donc, effectivement, vous aviez Elijah qui était accompagné du batteur et de... l'autre personnage, comment s'appelle-t-il? Bref, qui combattait des menaces, en fait, qui étaient précisément faites pour évoquer le siècle, le 20e siècle qui était en train de s'achever. Et la menace des temps nouveaux. Voilà, c'était la période du bug de l'an 2000, c'était la période où on se disait qu'il faut vraiment que le futur arrive, là, en fait, en 2000. On est à un nouveau siècle, il y a la technologie qui est là, informatique, etc. Qu'est-ce qui va nous arriver? Eh ben, d'un certain point de vue, entre guillemets, Spurrier, donc c'est Spurrier de Coda, de Saison de Sang, etc., de Hellblazer, s'est posé un peu les mêmes questions à l'aune d'une bascule technologique qui nous attend tous, qui est déjà en train d'arriver, qui est déjà sur le pas de la porte, qui est même en train d'enlever ses godasses et de demander un café. C'est l'IA, effectivement. Et l'IA qui accompagne la révolution robotique, les voitures intelligentes, la destruction de la réalité virtuelle, en un sens. Pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité sur Internet, où on ne sait plus quoi croire, tout peut être créé, matérialisé grâce aux algorithmes. Probablement que ça parlera de sexe aussi, j'imagine, parce que c'est un vrai sujet par rapport à notre utilisation du web, entre guillemets, enfin de l'IA dans le web. Non, mais tu sais, je pensais à Grok, par exemple, et le fait de pouvoir désaper des mineurs, etc. Tu vois, ce genre de saloperie, c'est pareil, c'est des trucs qui inquiètent mécaniquement les gens et les auteurs de fiction. Tu te branles encore sur du porno en 2025? Je suis ta salope IA. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux, Corentin.
C'est ça l'avenir. Je pense pas forcément à ça, mais c'est genre le revenge porn, le deepfake porn. Oui, non, mais tout ça. Tu sais, moi, je vois même passer sur Insta des pubs pour des. Alors, moi, il me cible du coup pour des programmes de sport pour que j'arrête d'être gros. Wow, il est pas futé, cet algo. Et que je prenne du muscle, quoi. Bah, ici, il a clairement ciblé ma problématique actuelle, quoi. Mais tu vois, effectivement, et tu vois que les gens qui se parlent entre eux, qui sont en train de faire un faux podcast, et en fait, moi, je l'entends à la voix parce que ils arrivent pas à faire je sais pas, quand c'est une voix qui est synthétisée comme ça, en fait, c'est comme l'Uncanny Valley, mais t'entends. Il y a une tessiture qui fait un peu, genre, comme c'était, ça passait à la radio, mais enfin, du coup, il y a un truc qui est pas naturel. Moi, j'ai piraté Duolingo, je peux te dire que les voix synthétiques, j'en ai marre. Et à chaque fois que j'entends cette voix, je regarde bien l'image et je fais non, mais effectivement, c'est pas une vraie personne qui est en train de, c'est terrifiant, en fait, quand même. Et donc, effectivement, le pitch de Minotaur, c'est que, le miracle technologique est arrivé. Un peu, tu sais, c'est la base de beaucoup de scénarios de fiction un événement Babylone, un événement alpha, un truc qui devrait pas arriver, un miracle scientifique, une découverte scientifique auto-générée arrive, un algorithme arrive à créer, ça y est, le dieu du futur, la fameuse God Machine, donc le dieu cybernétique qui peut tout et qui a réponse à tout depuis les réseaux, depuis les canaux. Sauf que c'est pas censé arriver. Donc l'ordinateur sur lequel l'algorithme est installé se met en défaut. Il active un failsafe, il active un protocole de sécurité qui bloque l'avènement du dieu cybernétique de la God Machine. Et pendant un milliardième de seconde, une picoseconde, comme dit Shakespeare, il y a quand même une partie de son être qui arrive à se répandre sur la toile. Parce que ça va très vite, le langage informatique, etc. Et donc là, on réalise que des événements paranormaux sont en train d'arriver d'un bout à l'autre du cosmos, enfin de la Terre plutôt, pourquoi le cosmos, et que des créatures surnaturelles qui sont issues de la God Machine sont en train d'arriver. Et donc là, effectivement, 3 personnages vont s'associer, comme dans Planetary, pour combattre les menaces de ce futur qui a été castré, empêché, et qui a tenté de se débattre. Et en se débattant, voilà, c'est un truc mythologique, c'est les fragments de Dieu qui créent Dieu, etc. On va donc suivre des créatures qui correspondent à nos angoisses modernes par rapport à la virtualité, par rapport à la nouvelle informatique, par rapport à au nouvel Internet, au dead Internet, même quelque part, dans cette série-là, par épisode, avec un côté un peu X-Files, où chaque numéro va présenter une menace différente, vraiment à la Planetary. Cy Spurrier et Mike Dowling, qui avait d'ailleurs fait Unfollow, quelque part c'est assez rigolo, parce qu'Unfollow parlait déjà de l'anxiété virtuelle, entre guillemets. Grande hâte. Le projet avait été annoncé. J'ai pas malheureusement réussi à mettre la main sur le numéro gratuit qui était sorti le mois dernier pour le Comics Giveaway Day, parce qu'il y avait une introduction justement de Minotaur. On voit sur la cover donc le dieu machine en question, qui donc en fait ressemble à Lucifer en version virtuelle, quoi. Franchement, ça a l'air trop bien. Moi, tu me dis Planetary, X-Files, Internet, IA, je bondis. Hop, voilà, je viens de bondir là. Aïe, je me suis cogné au plafond. Mac Dowling, c'est un super dessinateur aussi. Franchement, Spurrier, chacun de ses projets est un événement. Malheureusement, trop peu de gens ont lu The Voice Set Kill, qui est sorti l'année dernière. Je vous la conseille vraiment. C'est un super thriller angoissant pour les fans de un peu de Fargo, un peu de Aguirre et la colère de Dieu, un peu de délivrance aussi. Enfin, c'est vraiment une super BD. Un de mes scénaristes préférés personnellement. Son volume de Hellblazer était magnifique, exceptionnel, l'un des rares que je pourrais considérer dans le canon Vertigo. Et je pèse mes mots. Donc, on a grand hâte. Et enfin, Airwalker, c'est une BD de Jeremy Hone qui se base sur un pitch de Stan Lee, l'histoire d'un jeune homme asiatique qui a du mal à payer les factures médicales de sa mère. C'est des libraires, voilà, c'est une famille de libraires. La mère est très malade. Le petit qui sait se bagarrer va accepter des combats de MMA clandestins pour gagner de l'oseille. Et il réalise petit à petit, quelqu'un revient dans sa vie, a priori un ami de son père qui est mort. Et cette personne est en possession d'une God Particle, d'une particule divine, laquelle va fusionner avec notre héros, qui d'un coup peut marcher sur l'air, donc voler, hein, on va dire. Et donc voilà, ça le met dans le viseur de probablement du gouvernement, de la mafia, enfin de la panoplie habituelle de vilains qu'on peut imaginer pour un pitch pareil. Ça fait très origine de héros Marvel. En même temps, c'est normal, c'est un pitch de Stan Lee. Et je dis bien un pitch de Stan Lee. Stan Lee n'a pas écrit ce comics, même si son nom est sur la couverture. En théorie, j'espère, ça devrait être l'ultime idée de on a retrouvé ça dans le bureau de Stan Lee, griffonné sur un coin de table. Il y avait un post-it plié en 3 où il y avait écrit voler sur l'air, boxeur MMA. Voilà. J'ai confiance en Jeremy Hone, j'ai confiance en Ignition pour ne pas nous produire un truc
factice. J'espère qu'il y a vraiment des origines qui viennent de Stanley Martin Lieber, le scénariste, dans ce scénario. Mais après, c'est très automatique. Ça ressemble effectivement à une BD de Stan Lee. Je veux dire, Stan Lee a fait toute sa vie des personnages comme celui-ci. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas lui. En revanche, c'est vrai que moi, cette frénésie de vouloir absolument, un peu comme quand Michael Jackson est mort et qu'on a découvert qu'il avait laissé 80 inédits où c'est pas lui qui chante, t'as envie de dire, non mais stop, c'est bon, Stan Lee, il est mort. Ça fait bientôt 10 ans quand même. Hein. Il est mort en 2018. Ça fait 8 ans qu'on nous dit, on peut encore faire du Stan Lee sans Stan Lee. Maintenant, il y a des IA Stan Lee, des hologrammes Stan Lee. Peut-être qu'on peut s'arrêter avec Stan Lee. C'est normal de mourir, en fait. Je suis d'accord. Donc voilà, bon, écoute, ça leur fera une exclusivité qui probablement se vendra un peu mieux. Jeremy Haun, qui est directeur créatif chez Ignition en plus. Je suis même pas sûr que ça se vende de masse. Bah, en plus, si tu veux, le scénario, c'est un jeune homme issu de la diversité qui vole. Il a pas de pouvoir particulièrement. Il est Air Walker, c'est même pas qu'il vole, c'est que littéralement il marche sur l'air. Hein, voilà, c'est ça. Mais je veux dire que, tu vois, c'est très banal en fait comme pitch. Des personnages comme ça, il en existe très 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 fréquemment. Le fait qu'il soit issu de la diversité va le couper mécaniquement d'une partie des vieux cons qui diraient Stanley, c'était mieux avant, nanana. Faut pas se mentir, hein, ces gens-là ils existent et ils font des boycotts comme tous les faf. Donc bref, je sais pas quoi en penser. J'avoue, moi c'est Minotaur que je retiens évidemment de cette petite liste. Culte de sac, bon c'est un Cullen Bunn de plus. Ça peut être fun. Oui, mais de toute façon Bunn souvent c'est sympa. Hein. On moque la productivité du gars, mais encore une fois, lisez Beyond Mortal. Tu la moques, moi je la moque pas. Oh bah quand même, il y a vraiment un côté lamentin des fois. Hein. Genre il a fait un comics d'horreur sur le poker, frérot. Il était vraiment pas mal. Oui, il a fait un comics d'horreur. Tu l'aimais bien en plus. Mais je dis de la productivité que je moque pas la réussite. Il a fait un comics d'horreur sur les vendeurs au porte-à-porte. Enfin il y a tout, il a tout fait ce gars. Mais parce que c'est un vrai concept d'horreur quoi. Le mec il vient chez toi, il sonne chez toi pour te vendre n'importe quoi. Bah, comme la Homeowners Association, il y a un côté la perte de la normativité, etc. Ouais. Non mais souvent il a des bonnes idées. Hein. Allez. Mais lisez Beyond Mortal par contre, le roman graphique, son univers de super-héros horrifique cosmique, qui est vraiment super cool. Où là vraiment il m'avait un peu récupéré après quelques années quand même enchaîner les croûtes chez Aftershock, parce que chez Aftershock quand même il avait fait pas mal de saloperies. Enfin il y a des trucs qui étaient vraiment pas du tout lisibles. Donc là voilà, quand même une belle production, et quand même Ignition, on se rappelle, ça a moins de 1 an et demi. La boîte de moins d'un an, il s'était lancé pour la San Diego Comic Con. C'est Philippe Sablé, c'est ça? Philippe Sablick, c'est ça. Et Jeremy Haun et Jimmy Esrich aussi. Franchement, pour l'instant, il y a quand même pas mal de bons projets. Il y a eu le truc de Léa Williams qui était cool. Là, ils ont des vraies bonnes signatures. On sait que Ramvé a prévu un projet chez eux aussi à un moment donné. Il l'avait annoncé à Comics Pro l'année dernière. Bon, il prend son temps parce qu'il est sur tous les chantiers, hein, Ramvé. Mais franchement, pour un lancement, une première année, c'est quand même plutôt convaincant. Donc on va espérer que ça continue et que le distillerie se relance et que Bad Ideas se poursuive, parce que le marché indépendant est quand même, au moins au niveau productif et créatif, en bon état de santé. Maintenant, il faut que les ventes suivent, mais... Ouais, donc il y a de la proposition, il y a de l'offre. Pas sûr qu'il y a de la demande qui suit forcément, mais au moins l'offre existe. Du côté... Pour Minotaur, tu peux te douter qu'ils auront pas de mal à le vendre en France, par exemple, ou à vendre les droits à l'étranger, vu le nom de... Ah bon? Ça c'est mal vendu. Après moi j'aime bien ce rappel continuel que tu serais le pire éditeur de comics en France. Coda, mon bon ça vendu, non? Oui, mais c'est parce qu'il y avait Mathias Bergara aussi. Je suis pas certain que Spurrier en tant que tel a vendu énormément sur la base de son seul nom. Ah merde. Quel dommage. Non, et Coda, je veux dire, la suite n'est pas sortie. C'est vrai. Tu sais qu'ils ils se sont retrouvés, ils ont fait un deuxième volume. Non, moi j'espérais que ça perce un peu. Après, amis auditeurs, amis auditrices, lisez ça Spurrier, c'est vachement bien. C'était des ventes qui étaient honorables, mais c'était pas non plus, c'était pas 50 000 ventes, quoi. Après, Coda, c'est pas son meilleur en plus pour moi, mais ouais. On a déjà eu ce débat, je crois d'ailleurs. Oui. Enchaînons, Arnaud Kikou. Mais voilà. Du côté d'Archie Comics, on a eu juste les dates de sortie vraiment du fameux relaunch, puisque c'est Oni Press qui va s'occuper de Archie Comics à la façon de Valiant, qui a délégué la gestion de son catalogue de son catalogue de personnages à Alien Books. Archie Comics, en fait, ces dernières années, avait complètement laissé tomber l'idée de faire des productions modernes et se contenter de faire des rééditions simplement de leurs comics d'antan. Et donc, ils ont demandé à Oni Press, qui a déjà récupéré d'autres anciens catalogues, on va dire, d'anciennes marques, avec notamment la relance à succès de EC Comics. Donc voilà, ils ont demandé et les jouets Nacelle aussi. Et les Nacelle-verse aussi, ouais. Donc ils ont demandé simplement à Oni d'assurer le relaunch de Archie. Donc on savait déjà qu'il y aurait 3 titres de lancement avec Archie, tout simplement, avec une relance de Sabrina the Teenage Witch et un Archie L pour relancer vraiment le côté Archie Horror.
Petit changement pour le titre Archie, parce qu'on nous avait dit que c'était W. Maxwell Prince qui dessinerait, mais en fait, il y a eu des conflits d'emploi du temps, donc maintenant c'est Ben H. Winters, qu'on a vu sur l'anthologie Cruel Universe, justement chez Unipress, qui s'occupera de scénariser ça. C'est toujours quand même un événement, puisqu'il y a Fabio Moon qui sera au dessin. Alors, et puis espérons quand même que pas tout seul. Prince pourrait toujours revenir dans un second temps. Je pense pas. Ah ouais. Là, vu qu'on s'est engagé, je pense que maintenant ils se sont engagés avec. Non, mais pour une mini. Avec Winters. Oui, peut-être, pourquoi pas. Il a dû préparer des idées, je pense. Ce serait dommage de pas les utiliser. Nick Cagnetti est normalement aussi prévu sur le dessin, parce que je pense pas que Fabio Moon tiendra sur très longtemps non plus. Mais sur le papier, c'est quand même super cool de l'avoir, quoi. Oui, et le dernier, du coup donc non, ensuite on a Sabrina the Teenage Witch, donc c'est avec Corinna Bechko et Kano, donc très bien, avec Salem. Bah oui, Salem qui dit sur la couverture starring me, donc il parle. Il a raison. Non mais il parle. C'est lui la star. Il parle. Est-ce que Naja... il parlait aussi chez Agure Sakasa. Hein. Bien sûr, mais non, la série à la con. Est-ce qu'on n'a pas fait la série Netflix, quoi. C'est quand même insupportable. Abruti. Non, et puis le troisième titre qui est le Archinel, qui est super intéressant, parce que c'est Patrick Horvath à l'écriture, donc de Beneath the Trees, et Tyler Cook qu'on a vu il y a pas si longtemps sur Les Évadés d'Alcatraz au dessin. Donc ça, c'est vraiment limite, c'est celui des trois qui m'intéresse peut-être le plus. En fait, mais il y a pas Salem. Déjà, ouais, mais c'est parce que c'est de l'horreur. Il y a pas Salem. Horvath, il est bon, et Crook en dessin, je pense que ça le fait aussi. Donc, ouais, mais t'as raison. Par contre, il n'y a pas Salem. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas Salem. Faut quand même qu'on se mette d'accord sur l'absence de chat, qui est un problème. Bah, pas pour moi. En général, dans la vie. Non. J'ai encore vu une story l'autre soir de toi avec tes chats, et j'ai demandé à Grog d'enlever les chats, et d'un coup, la story était vachement mieux, quoi. Ouais. T'as demandé à une IA de waouh. Bah oui. À un moment, au grand mot, les grands remèdes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Et tes chats, quand même, il va falloir qu'on ait une vraie discussion. En plus, tu peux le faire sans IA, ça. Oui, j'imagine. Ouais. Bah, les trois quarts des trucs, tu peux les faire sans IA, non? Je sais pas. Oui, c'est pas faux, ouais. Oui, non, mais Horvath, génial. Crook, bah, quand même, c'est joli. Oui, c'est joli. J'espère juste des couleurs plus chaudes que ce qu'il a produit pour Out of Alcatraz, qui était très beau. Ouais, mais techniquement, quand tu vois la couverture qui signe, tu fais ça a de la gueule, quoi. Et pour moi, c'est quand même un univers qui pète au niveau couleur Archie. Donc, même Frank Avila le faisait avec des couleurs assez pop et tout. Donc, carrément. Mais en tout cas, c'était super équipe créative. Franchement, Unipress continue de tout réussir, hein, j'ai envie de dire. Je suis un peu déçu, du coup, je n'étais pas au courant pour Maxwell Prince, mais bon, écoute. Voilà, c'est comme ça. Winters, il est bien, et ça reste deux bons dessinateurs dans les trois titres. Sabrina et Salem, accessoirement. Ouais. Donc tout peut bien se passer. En effet. Alors je vais devoir un peu te couper ton enthousiasme quand même, parce qu'on va passer du côté de Marvel. Bon, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Bah, ils relancent le Mangaverse. Ah, mais oui, je l'ai fait ce matin, ça. Ils relancent le Mangaverse. Alors effectivement, donc c'est même plus une blague à force, en fait. C'est vraiment, c'est statutaire, c'est factuel. Dès qu'il y a un anniversaire, Marvel s'oblige à réexploiter des marques qu'ils n'ont même plus envie d'exploiter. J'avais fait ce point-là avec colère et énervement et agacement quand ils avaient annoncé un numéro spécial Howard the Duck pour les 40 ans du personnage. Et t'avais envie... À l'époque, c'était quand même un peu hypocrite, parce que tu te dis, mais vous le publiez même plus de Howard the Duck. Pourquoi vous faites un numéro spécial pour un personnage qui manifestement ne vous intéresse pas, qui avait à l'époque provoqué de grosses dissensions entre Marvel et Disney. Disney qui avait a priori menacé de porter plainte après la création de Howard the Duck parce qu'il ressemblait un peu trop à Donald. Le personnage qui avait eu de super volume sous Chip Zdarsky n'est pas vraiment revenu depuis. Et en définitive, ils le ressortent du chapeau juste pour exploiter littéralement la nostalgie des fans. Enfin, c'était à l'époque, hein. Pour voilà le canard savant. Là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on comprend bien que le Mangaverse, c'est pas forcément un souvenir que Marvel assume ou revendique aussi bien que ça. Tu vois de quoi il s'agit, toi, Arnaud? Alors pour Arnaud, le Mangaverse, c'est un truc qui est apparu entre 2001 et 2003 au départ. C'est 25e anniversaire, donc j'avoue à cette époque-là, j'étais pas dans. Oui, puis ça a pas été beaucoup réédité, malheureusement, heureusement. Au départ, c'est Ben Dunn, un mec de Antarctic Press. Je crois que c'était lui qui avait fait la BD Warrior Nun, ou je confonds avec autre chose. Mais ça, c'est une espèce de Ben mouvement Dunn, un peu chibi sexy qui se revendiquait de Tezuka, qui se revendiquait de cette scène d'animation assez ancienne, de l'animation vraiment des débuts du Japon, un peu astro-boyienne, avec voilà des personnages qui ont des grosses têtes et des longs bras, et des grands yeux, évidemment. Donc c'est vraiment c'est les racines hein, du American Manga. C'est vraiment la version qu'aujourd'hui on dirait c'est ringard. À l'époque, c'était novateur. À l'époque, c'était encore assez nouveau, puisque
le manga est arrivé aux États-Unis entre le milieu et la fin des années 80, avec Dark Horse, notamment avec Viz Media, qui ont fait beaucoup d'efforts. Voilà, Dark Horse qui a ramené Akira dans le sens de lecture occidentale en couleur, avec la mise en couleur de Steve Olive. Frank Miller qui a contribué à ramener chez Dark Horse aussi Lone Wolf and Cub, où il faisait les couvertures. C'était encore très nouveau, les gens ne comprenaient pas le sens de lecture du manga, pourquoi les BD tout en noir et blanc. On rappelle, à l'époque, dans les années 80 et 90, publier une BD en noir et blanc, c'était le marché indépendant qui faisait ça. Publier des BD mainstream en noir et blanc, ça n'était pas possible. L'animation japonaise aux États-Unis a été massacrée par le doublage et par aussi des efforts de remontage en France aussi. Je veux dire, rappelez-vous Club Dorothée avec les épisodes de Cal le Survivant, ou le doublage des méchants dans City Hunter, Nicky Larson. Voilà, enfin bref, tout ça pour vous dire qu'à l'époque, effectivement, ce qu'on comprenait du manga et de l'animation japonaise est très différent de ce qu'on sait aujourd'hui. Il s'est passé du temps, nous on a été élevés avec, on a eu les forums, on a eu les scantrad, on a eu plein de trucs comme ça. On a eu même une proximité culturelle qui s'est développée et qui s'est intensifiée avec le Japon, en France comme en Occident, enfin comme aux États-Unis. Donc à l'époque, au début des années 2000, il y a chez Marvel une envie d'aller récupérer un peu ce nouveau mouvement qui ramène de l'argent, dont les consommateurs, on estime qu'ils sont encore assez jeunes pour être cueillis, entre guillemets. Et donc on commande, notamment à Adam Warren aussi, à Ben Dunn, et à beaucoup de gens qui ont travaillé ou qui travailleront plus tard chez Udon Entertainment, la boîte qui a édité le comics Ménage à 3, mais qui édite surtout les comics Street Fighter, des BD qui seraient dans une continuité faite pour ressembler à ce qu'on imagine qui est populaire chez les jeunes fans de manga. Vous avez un Hulkzilla, vous avez des vaisseaux spatiaux un peu Mecha Gundam, vous avez pas Iron Man, vous avez Iron Maiden, qui est Lady Antoinette Stark, donc qui est une magical girl entre guillemets. Enfin, c'est vraiment tous les clichés un peu poussifs, un peu merdiques, voilà, de ce qu'était l'animation au départ. Alors eux, ils se revendiquent vraiment de Tezuka, hein. Ils disent on voulait faire un peu de Marvel Astro Boy. Dans un sens, c'était réussi. Les projets en question, ils sont sortis. Ça c'est bien déjà. Et après, ils sont arrêtés quoi, parce que en fait les gens et particulièrement les fans de Marvel, c'est pas qu'ils sont particulièrement rétrogrades ou réactionnaires. Je veux dire, à l'époque il y avait l'univers Ultimate qui sortait en parallèle et ça marchait très bien. Il y avait Marvel Knights qui sortait en parallèle, ça marchait très bien. C'est juste que l'époque était peut-être pas prête ou alors le talent n'était pas là, parce qu'on va pas se mentir non plus. Ben Dunn, c'est pas Peach Momoko, on va dire ça comme ça. Ni au niveau scénaristique, quoique Momoko est pas forcément une très grande scénariste, mais elle sait articuler un récit sans forcément tomber dans le cliché. Et c'est surtout c'est pas un dessinateur du niveau de Momoko. Donc les efforts qui avaient été produits à l'époque étaient pas bons, simplement. Et donc ça n'a pas duré. Ça s'est arrêté au bout de 3 ans. C'est une continuité dans laquelle on ouvre une sorte de voyage, de portail dimensionnel vers la zone négative. Voilà. Après il y a un EMP un peu comme dans Dark Ages chez Marvel aussi d'ailleurs, qui sape toute technologie sur Terre. Et donc, petit à petit, cet univers va basculer de la technologie façon méca à un monde plus de sorciers, un peu animé de fantasy, on va dire. Voilà. Ils ont essayé de le relancer, pour le coup, vraiment en partenariat avec Udon à l'époque. En 2006, ça a toujours pas pris. Et là, quelqu'un chez Marvel, probablement Joe Quesada, a dû se dire, en même temps, pourquoi on s'emmerde? On a déjà beaucoup de trucs qui marchent très bien. On a Max, on a Knight, on a Marvel 616, on a Marvel Ultimate. On n'a pas besoin en fait d'aller grappiller chez les shonen ou chez les animés japonais. Ils font leur truc à eux, c'est très bien, etc. Et le marché leur donnait pas tort. Je veux dire, à l'époque, en 2006, t'as Civil War, t'as le début de la série cosmique d'Abnett et Lanning. Enfin, Marvel n'a pas besoin de faire ça en fait. Aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce qu'ils n'ont pas besoin de faire ça, enfin d'aller grappiller sur le dos du manga. Et d'ailleurs, le fait est que Marvel a essayé de s'implanter au Japon. Alors là, leur accord avec Kodansha c'est arrêté il y a pas très longtemps, mais bref, le monde a beaucoup changé entre-temps. Voilà, on a eu Deadpool Samurai, on a eu les Batman manga, on a eu Suicide Squad Isekai. Enfin voilà, le Japon est devenu le poumon économique de beaucoup de librairies aux États-Unis et en France. C'est une réalité. L'animation japonaise est devenue le vecteur dominant d'animation 2D, puisqu'on fait beaucoup moins de 2D aux États-Unis, particulièrement pour les productions destinées à autre chose que les gosses ou les grands enfants fumeurs de bédo. Donc voilà, c'est aujourd'hui effectivement il y aurait un intérêt à relancer un Marvel manga, pourquoi pas avec des artistes de manga,
mais en même temps, ce serait contrevenir à la logique initiale, qui était de faire du American manga. Donc je sais pas si c'est très clair tout ce que je vous raconte là, mais globalement, effectivement, Marvel va relancer le temps de 5 semaines seulement, avec 5 one-shots, la continuité Marvel manga, qui sera une sorte de petit événement tampon. On nous explique en fait que cet univers-là, il a continué à vivre, même s'il n'y a pas eu de série dans l'intervalle, et que donc l'optique, c'est un peu de présenter les personnages qui n'avaient pas encore été inventés à l'époque. Notamment, Miles Morales, qui n'était pas encore en vie, à l'époque de Marvel Manga numéro 1. Qu'est-ce que j'oublie? Ironheart aussi, bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Psylocke qui va devenir du coup le Ghost Rider. Enfin voilà, il va y avoir plein de numéros spéciaux avec Joe Kelly et son fils Jack Kelly qui écrit. C'est un peu comme les Abrams avaient fait du Spider-Man entre père et fils. Et bon, voilà. Enfin, leur univers existe encore. Il y a que des sorciers maintenant. Moon Knight c'est un sorcier. Bucky il a un bras avec l'arbre de Groot. Ça va être chibi, ça va sûrement être très sympathique. Assez fataliste aussi, puisqu'en fait, le Phénix est de retour sur Terre et menace de tout bousiller. Donc il y a un arc croisé avec 2 numéros, qui est le début et la fin, le Alpha Omega, qui vont être faits par les Kelly, père et fils. Et je sais pas ce que t'en penses. Du coup, moi, je trouve ça un peu con. Enfin, je trouve ça un peu nul, quoi. Ça, littéralement, l'expérience n'a pas pris. Tu pourrais même considérer que l'univers des Mondes, c'est un univers Marvel manga. Enfin, ou la série X-Men Ultimate X-Men de Momoko, c'est un univers Marvel manga. Ça se passe au Japon, avec des gamins qui sont lycéens, qui ont des pouvoirs. C'est du Marvel manga, dans les faits. Donc pourquoi relancer le Mangaverse maintenant, sinon pour l'anniversaire, et quitte à le relancer, autant faire une série plutôt que des one-shots de merde? Bah non, parce que la réponse est dans la question. C'est un anniversaire à la con, donc on fait des one-shots parce que ça fera plaisir à ceux qui ont connu ça. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'ambition derrière, en fait. Quand tu regardes le truc, même les équipes créatives, avec tout l'amour que j'ai pour Joe Kelly, j'ai aucun doute que peut-être que Jack sait faire des choses, mais bon, avec Kenny Ruse, Cody Ziegler, c'est pas un grand nom, Kaizama non plus. Tu vois, c'est des gens. Bon, Mirka Randolph un petit peu plus, tu vois, mais pareil, Ashley Allen, je l'ai pas vu sur beaucoup de trucs. En fait, je vois pas d'artiste ou d'auteur vraiment important. C'est plus des numéros que tu fais en galop d'essai pour voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Comme quand tu donnes des petits one-shots ou des mini-séries parfois à des auteurs des artistes qui doivent se révéler un peu plus tard. Donc ça se voit, il y a pas d'ambition réelle en fait. L'ambition là, c'est de faire des numéros de façon à pouvoir justifier d'avoir Peach Momoko qui fait des couvertures variantes en fait. Non, c'est Yuji Kaku qui fait les couvertures. C'est même pas Momoko justement. Non mais qui viennent pas la chercher. Non, mais parce que va y avoir des variantes de Peach Momoko. Ouais. Mais il y a des chances que ça se vende en plus. Il y a des gens qui n'ont pas connu le Mangaverse qui vont peut-être acheter un numéro à la volée. C'est pour ça que je trouve ça bizarre de faire une suite directe au lieu de un truc plus. Tu m'aurais dit c'est Kaku qui dessine les intérieurs. Là, ça m'aurait intéressé. Il est très fort lui, bien sûr. Mais c'est pas le cas. Tu m'aurais dit c'est que des mangaka qui vont faire les intérieurs. Là, ça m'aurait intéressé. Mais leur logique à eux, c'est de prendre des Américains et faire du American manga. Je m'en bats les couilles, quoi. Vraiment. Bah ouais. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal. Mais appelez-moi sectaire si vous voulez, mais c'est comme le franga. Il y en a très bien, mais pour moi, le manga, c'est un truc. Ça veut dire manga, ça veut dire bande dessinée en japonais. Enfin, c'est la BD qu'on appelle manga, ça fait au Japon. Non, mais le truc, c'est que ça va être en couleur là. Oui, en plus, oui. Bah, comme à l'époque, à l'époque aussi, c'était parce qu'à la limite, très laid, d'ailleurs, à la limite, si c'était que en noir et blanc, comme un peu, tu sais, ce que Joffo avait fait, même sur la série Futurist Batman, là. Why not? C'était Giovannis Milo Giannis, là, tu vois. Oui, qui a fait du Red Hood juste avant, qui a fait pareil, tu vois. Et là, ça pouvait marcher, en fait. Mais c'est même pas ça. Visiblement, ça va être juste. Ou Dragota, c'est sa création originale, bien qui sûr. était un peu à la Otomo. Yes. Cage quelque chose là, ouais, tout à fait. Bah, voilà, Ghost Cage, peut-être qu'il aurait peut-être fallu faire ça en fait, entre guillemets. Après, peut-être qu'on se trompe et que les planches vont être en noir et blanc, donc dans ce cas, tant mieux. Je ne pense pas non plus. Ce serait assez étonnant pour le coup. Ouais. Parce qu'ils étaient assez contents. C'était Guru FX qui faisait les couleurs de l'époque, je crois. Ouais. Et c'était mais hideux. Enfin vraiment, retrouvez les numéros du Mangaverse. Déjà que ça fait très copiste d'artistes japonais, mais en plus la mise en couleur, c'était les débuts de la couleur informatique. Donc c'était vraiment pas très jojo. Et moi, Ben Dunn, j'avoue, son coup de craie, enfin, Orion Anareala, je pense que c'est de la BD de pédo, quasiment. Enfin, vraiment, mais je suis désolé, les personnages chibi,
qui ont l'air d'avoir 14 ans, avec les cuisses à l'air et l'érotisation de la nonne et tout. Enfin, c'est vraiment pas des trucs qui me... Et je suis pas une prude, moi. Attention, Empowered, je l'ai lu, j'ai kiffé, etc. Mais là, quand même, franchement... Non, Warrior Nun, non, c'est pas pas chez moi. Enfin. Quoi non, mais je suis désolé. Enfin, Corentin. Et c'est pas une attaque envers Bendon, chacun son style graphique, hein, mais... Quand même. Tu ne lis pas assez de mangas, toi. Mais justement, moi, j'avais essayé le Mangaverse en me disant, ah, tiens, une nouvelle continuité et tout, quoi. À l'époque où je découvrais, tu sais, les comics Marvel. Et j'étais choqué du niveau, mais si tu parles de la sexualisation de jeunes héroïnes, faut que tu ailles lire Fairy Tail et plein d'autres trucs comme ça, et tu verras que c'est un autre délire, quoi. Non, Fairy Tail, je ne passerai pas par moi. Allez. Puisque ça, c'était quand même un niveau en bas de qualité. Après, ça va. On peut aller encore plus bas, Corentin. Puisque Marvel nous fait un petit The Amazing Venom en septembre. Oui, c'est vrai, avec Boomerang, c'est ça? Ouais, c'est Fred Meyers. N'importe quoi. Qui s'appelle Boomerang. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était... Alors, je sais plus contre qui il se frite, je sais plus si c'est contre Tombstone ou je sais plus quoi. C'est celui avec le costume pourri avec les boomerangs dans le dos, là, qui font comme des ailes? Ouais. Oh, c'est nul. Non, mais à un moment, donc, dans Web of Venom, en fait, il est aux prises, je crois que c'est avec Tombstone, en fait, et dans l'environnement, il se trouve, je me rappelle plus pourquoi, parce que j'ai lu il y a quelques temps ce numéro, mais en fait, il y a un symbiote qui s'appelle Passenger, qui a été récupéré il y a des années, et qui n'a jamais eu la liberté. En fait, il a toujours été dans son bocal pendant vraiment des dizaines et des dizaines d'années. Et donc là, il y a une scène de bagarre, le bocal est libéré, et du coup, il s'associe à Fred Meyers parce que voilà. Et donc, il devient... Pourquoi Amazing Venom? Parce qu'en fait, quand Passenger s'associe à Fred Meyers, il lui dit, ah, mais regarde, en plus, je peux te faire un costume cool. Et il lui fait donc son costume de Venom avec les couleurs de Spider-Man pour qu'il devienne un peu un super-héros, parce que Boomerang et Spider-Man, ils s'entendent un peu, tu vois, ils se connaissent, quoi. Et surtout que et t'as Meyers qui fait, ah ouais, putain, en plus j'ai toujours rêvé de savoir qu'est-ce que ça ferait de porter son costume, machin. Et donc, de ce qu'on sait, non mais écoute, moi j'écris pas ces histoires, hein. Je suis pas responsable. En gros, son blaze, ce sera Comeback. C'est Comeback. Ce que l'on sait, c'est que il fait une apparition dans Queen in Black 1, mais qui sort qu'au mois de juillet, donc on sait pas trop ce qui se passe dedans. Mais à la suite de ça, ils vont partir en direction de Clintar, la planète des symbiotes, pour une mission qui ira au-delà de toutes les surprises. C'est même pas une planète. Donny Cates, il avait raid comme ça, c'est une prison, c'est pas une planète, ça existe plus. Oui, la prison planète, tu préfères quoi? Ça existe plus, putain, n'importe quoi. Ils vont sur Clintar. Ça m'énerve. C'est pas moi qui le dis, c'est le résumé. Respectez Donny Cates, merde. Et donc voilà, donc c'est ce fameux Venom. Ils avaient fait déjà un Venom aux couleurs de Spider-Man dans Battle World. Là, par contre, ils ont canalisé l'idée. Ils ont canalisé l'idée, par contre, de le faire vraiment, mais avec le prétexte d'utiliser Fred Myers là-dessus. Et puis c'est Boomerang. Ce sera voilà une mini-série de 5 numéros. En plus. Ouais. Quel intérêt? Vendre du papier. Mais est-ce que ça intéresse tant de gens que ça? Parce que t'as l'apparence de Venom, mais avec les couleurs de Spider-Man. Mais pourquoi ils ont pas pris Kane Parker ou un mec qui aurait été légitime pour porter ces... Pourquoi je pose des questions? Oui, déjà. C'est vrai? Donc c'est écrit par Jordan Morris et dessiné par Luke Ross, qui étaient déjà les deux qui étaient sur le Web of Venom 1 là. Trop bien. Il y aura une couverture variante de Eric Larson et une autre de Matteo Lolli, et c'est à peu près tout ce que je vais me ruer là-dessus. C'est à peu près tout ce que je vois de sympa sur le projet, quoi. Porteur, parce qu'ils avaient annoncé qu'il y aurait un nouveau porteur de... Ou alors c'est moi qui l'ai fantasmé parce que j'en ai marre de Mary Jane, mais... Post Mary Jane, oui, mais c'est pas la même chose, parce que ça, c'est encore autre chose, vu que c'est Passenger, c'est pas Venom, quoi. C'est un autre symbiote. Encore un, finalement. Oui, de toute façon, on a mis une pièce dans la machine et hop, il est tombé par terre. C'est un peu le côté, si à 50 ans, t'as pas eu de symbiote, t'as loupé ta vie, en gros, chez Marvel. Hein, ou alors, à l'inverse, c'est justement, non, tu vas louper ta vie si tu as un symbiote, parce que, pardon, mais Boomerang, c'est un loser, mais normalement ça devrait être un loser, mais c'est clair comme idée, pourquoi lui faire un symbiote? Et pourquoi lui? Et pourquoi un costume de Spider-Man? C'est l'Australien, là, c'est ça, qui était après un vilain qui devient sympa et tout. Ouais, c'est que moi non, en fait, moi je veux pas lire ça. C'est dans le run de Spencer notamment qu'il avait son importance. Ouais, non, mais il est vieux, hein, ce perso, mais enfin c'est un 4e couteau ou un 5e couteau. Il y a même plus de place pour ranger les couteaux tellement il y a des couteaux avant lui, quoi. Ouais. Donc je sais pas. Moi, franchement, la personne qui édite les comics symbiotes, c'est pas mon pote. Voilà, je le dis. Qui sait. Et j'aimerais bien, par contre, effectivement, qu'on arrête avec Mary Jane. J'aimerais bien qu'on remette Eddie Brock ou même le Scorpion. C'était un bon symbiote, le Scorpion. Et puis c'était stylé, justement, d'imaginer que deux vilains de Spider-Man fusionnent.
Tu pourrais refaire ça, hein, ceci étant. Regarde le fils de Kraven, là, qui sert à rien du tout, et on l'a pas revu depuis un bail, qui est censé être le nouveau Kraven. Tu lui fais un symbiote. Voilà, paf, tu le rentabilises, voilà, on t'a recalé à cet endroit-là. Pourquoi Boomerang? Enfin, vraiment. C'est comme si le mec qui a la tête de 8-ball de billard, là, devenait le nouveau symbiote. Tu te dis, mais qu'est-ce que vous avez fumé encore? Enfin. En même temps, à partir du moment où Mary Jane est devenue Venom, est-ce que tu peux pas te dire que... Ah, mais moi, déjà, en jackpot, ça m'énervait. Tu peux tout faire, au final. Quand ils l'ont mis en jackpot, où tu te disais, mais attendez, non, Dan Slott, c'était une vanne qu'il avait fait. Jackpot, c'est une meuf qui ressemblait à Mary Jane, c'est pas censé. Et après, les mecs, ils te... Oui, mais ça m'énerve. Et parce que là, maintenant... Je vois ça. Voilà, bon, bref. Je change de sujet, alors. On va avoir un spin-off de Absolute Catwoman, qui est déjà un spin-off de Absolute Batman. Mais ce sera que un one-shot. C'est un one-shot sur Cassandra Cain. Puisque, alors, à l'heure où on enregistre ce podcast, il y a le premier numéro, là, ça va rester un one-shot, hein. Mais il y a un premier numéro d'Absolute Catwoman qui est sorti, et grosso modo, c'est un numéro qui introduit le fait qu'il y a une Cassandra Cain dans cet univers-là. Et donc, ils ont annoncé tout de suite le fait que ça arrive avec un numéro spécial, qui arrivera donc entre le numéro 3 et 4 de la mini-série, Absolute Catwoman de Che Grayson et Bengal. C'est toujours Grayson qui s'occupe de l'écriture, mais c'est Mathias Bergara qui dessine. Yes. Donc, on est un petit peu content quand même, tu vois. Et pourquoi juste un one-shot? Bah, parce que il y a peut-être pas non plus tant de choses à raconter sur cette version-là, et que c'est un one-shot de background pour retracer ses origines et voir comment elle est liée à Selina Kyle, parce que elle sera importante dans l'intrigue de Selina Kyle, en fait. Bien sûr, mais ils ont pas annoncé de nouveaux comics absolutes. Non, mais en même temps, ils ont pas volonté de développer, enfin, ils vont pas faire la ligne absolue. Techniquement, on n'a pas vocation à remplacer la continuité principale, quoi. Non, mais pas remplacer, mais tu peux imaginer des cycles, comme chez Onipress, où tu sais, ils font des... Tu parlais des séries comics, ils font des maxi en 12 chaque année, Ouais, mais attends, ils viennent de lancer Absolute Green Arrow. Tout à fait, qui est très bien d'ailleurs. Qui est très violent, enfin, qui est Black Canary. Ils ont conclu, ou ça va se conclure à peine pour Martian Manhunter, donc ça va se conclure, ouais. Mais que voulais-je dire? Oui, non, bien sûr, mais ce que je veux... Enfin, si tu veux, moi je dis ça parce que là, récemment, sur les réseaux, Scott Snyder, il a dit, Absolute Batman 20, il a fait 500 000 copies vendues. 500 000 précommandes auprès des comic shops. Dans les faits, l'éditeur a touché l'équivalent de 500 000 copies. C'est beaucoup. Avant les retours. C'est pas beaucoup. C'est n'importe quoi. Enfin, ça devrait pas exister dans le présent. Pour un numéro 20, c'est beaucoup. Pour un numéro 20, ça n'existe quasiment, ça n'existe pas, simplement, voilà. Bah, ça devait exister, mais dans un temps lointain, quoi. Oui, avant que nous on commence à rédiger. Mais, du coup, mécaniquement, moi, je me suis posé la question. DC Comics pourrait continuer à faire d'autres spin-offs d'Absolute Batman avec un tel succès. Si tu récupères juste 10% de la base installée, t'as déjà un comics qui se vend très bien. Et attention, je suis pas en train de en l'occurrence, c'est ce qui se passe avec Absolute Batman, qui a aussi eu des très forts niveaux de précommande. Il disait Catwoman, tu veux dire? Catwoman, oui, pardon, oui. Il disait, vas-y. Non, j'allais dire, je sais plus si c'était ce numéro 1 là qui avait plus de précommande que Absolute Batman 1 à son tout début, peut-être un truc comme ça. Ok. Mais en gros, il y a quand même quelque chose de magique dès qu'il y a marqué Absolute dessus. C'est ça. Je suis pas et que c'est proche de Batman aussi, parce que alors les autres séries se vendent aussi très bien, mais c'est quand même Absolute Batman qui rassemble le plus d'attention et de vente et tout ça. C'est le phénomène. Mais moi, je suis pas en train de réclamer une effervescence où d'un coup on se met à tirer sur la corde. Toi, tu demandes une ongoing Absolute Alfred. Je le sens, je te vois venir. Bien entendu. Voilà. Pour les origines militaires de Alfred, bien sûr, on en rêve tous. Qui sera en fait un Punisher, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que pourquoi juste faire un one shot quitte à consacrer du temps et de l'énergie. Parce que Mathias Bergara, il va pas te donner l'heure pour plus que ça, en fait. Oh, il avait fait la mini-série White Knight sur Harley Quinn. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est Matteo Scalera. Oui, pardon. Putain, t'as carrément raison. Qu'est-ce qu'il a fait, Bergara, récemment, à part ça? Bergara, il travaille sur Mischief of Magpies avec Cy Spurrier, qu'on attend depuis 2 ans. Depuis 2 ans, chez Distillery. Ouais, non, t'as raison, effectivement. C'est ça qu'il fait, justement, tu vois. Donc là, il s'est fait un petit numéro parce qu'il sait, justement, qu'avec les niveaux de commande maintenant de ce numéro-là, en termes de royalties, j'imagine que ça va pouvoir lui permettre de se garder de la thune pour pouvoir ensuite faire d'autres projets en indé. Ceci étant, quitte à mettre une pièce sur une idée, je serais étonné qu'il n'y ait pas au moins 2 ou 3 autres spin-offs d'Absolute Batman. Enfin, je verrais bien Absolute Joker, par exemple, tu vois. Joker a l'air d'être quand même beaucoup plus important dans la timeline principale pour justifier d'avoir mais peut-être des origines, peut-être, j'en sais rien. Après, il y a un numéro d'origine, ceci étant. Il y a déjà... Pardon. Alors il y a un... Non, mais ce truc, c'est qu'il y a...
la vache, le lait, traire, fait la main, là. faire attention, tout ça, c'est, je sais pas, enfin, il faut savoir. Bon, on parle de comics quand même, tu vois. Bah oui, mais faut savoir raison garder, en fait. C'est beau quand tu parles. Quand t'as un gros succès comme ça se vérifie à chaque fois. Si tu tires trop sur la corde, tu finis par casser le jouet. Et bah là, c'est un jouet qui a l'air de bien marcher, donc faut doser. C'est tout ce que je dis. Je pense qu'il faut doser. Faut être content de ce qui se passe. Faut pas que ça vampirise tout le marché et que tout le reste derrière aussi n'existe plus à cause de ça. Enfin, faut faire gaffe, quoi. Non, mais attends, je dis 2 ou 3 spin-offs, j'ai pas dit. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Tu fais des mini-séries, comme Catwoman, c'est une mini-série. Oui, mais c'est pas grave. Tu peux avoir 4 comics absolus en même temps, tu vois. Ça paraît pas vampiriser le reste du marché. Moi, je pense que moi, il y a un risque de tourner un peu tout ça un peu trop en gimmick, mais bon. Après, de toute façon, c'est un gimmick, l'univers absolu. Non, mais parce que la série principale suffit largement à elle-même, en fait. C'est pour ça. Est-ce que moi, je commence à être un peu frustré. J'attends. De toute façon, j'attends de voir. Les arcs sont quand même très courts. Sur les Poison Ivy, c'était 2 numéros. Mr. Freeze, 2 numéros aussi. Les Robin, 2 numéros pareil. Attention, moi, j'ai très hâte qu'on arrive au combat contre le Joker et tout. Mais par contre, c'est vrai que je trouve ça manque un peu de place. Du coup, il a vraiment l'air d'être obsédé par le Joker et de faire beaucoup un peu de filler. C'est Scott Snyder, frère. Bah oui, je sais bien. Rappelle-toi. Mais pour le coup, ça m'intéresse plus que Death of the Family ou Zero Year. Ou même comment ça s'appelle Endgame, qu'il avait fait à l'époque, qui était nul, ce truc-là, putain de merde. Mais là, le fait est je m'en rappelle, où à la fin, ils se combattent dans la Batcave à coups de tatane. Enfin, c'était de la merde. Et que c'est avec le projecteur de lumière là qui réussit à le battre, je sais plus quoi, avec son personnage éclaté qu'il a essayé d'imposer. Le Signal. Ouais, Signal, avec le Signal, ouais, putain. Parce que là, c'est une longue liste, de personnages. Tu te rappelles? Non, mais tu te rappelles qu'il y avait un spin-off de Signal? Ouais, bien sûr. Batman and the Signal, ouais. 3 numéros, je crois. C'était pas bien. Il y avait des backups de Declan Shalvey à l'époque qui étaient très bien dessinés. C'était tout ce que je retiens de cette série. Et le Signal qui était aussi dans All-Star Batman. Avec John Romita Jr. aussi, qui était bien. Et c'est là qu'il avait eu l'idée des oreilles que tu peux détacher pour planter les mecs, qu'il a refait dans Absolute Batman. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est fort, quelque part. Donc voilà, ce gros bourrin obsessionnel. Après, voilà, Absolute Cassandra Cain, donc, avec Mathias Bargara au dessin, ça fait quand même 2 raisons de se réjouir. C'est vrai. Mine de rien. Allez, on passe du côté des écrans, ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il n'y a pas énormément de trucs. Et en plus, les 3/4 des actualités, c'est du jeu vidéo. Et vous savez bien que le jeu vidéo, on en parle peu puisque Corentin n'aime pas ça. Mais quand même, Arlésienne, depuis combien de temps ça fait qu'on rédige sur The Wolf Among Us 2 10 ans. Ça fait 10 ans. Ouais. Ça fait fucking 10 ans. Ça fera bientôt 10 ans. Depuis, moi, je me rappelle très bien le soir où Telltale Games a annoncé sa fermeture et du coup que ça mettait à mal les plans pour The Wolf Among Us 2. Et j'étais à Lyon, c'était peut-être pour une Comic-Con ou pour je sais plus quelle expo. Et j'étais chez Roméo. Et on est en train de discuter, puis d'un coup t'as la news qui tombe et je fais attends, il y a Telltale Games qui s'est cassé la gueule, faut que je break le truc. Et je m'étais dit bon bah c'est foutu. C'était pas à la Comic-Con? Bah j'imagine, mais je ne me rappelle plus trop de la date. Quand il y avait Chartier? Hein? Quand il y avait Chartier? Non, c'était pas là toi. Ok. Parce que je dormais, Romo m'avait hébergé. Mais donc, ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est que je pensais pas que qu'on rédigerait encore sur ce jeu qui est revenu d'entre les morts quand Telltale Games a finalement été racheté, qu'ils ont relancé le développement, qu'ils sont passés sous Unreal Engine 4 en reprenant à zéro, puis finalement ils se sont dit, bah, vu qu'ils prennent tellement de temps, bah, maintenant il faut le passer sous Unreal Engine 5. Ce qui, en plus, je suis pas sûr. Oui, je vois pas enfin, c'est pas des jeux graphiquement. C'est ça, en fait, l'ADA reste la même, donc je suis pas sûr. Après, c'est juste pour se mettre, je pense, aux normes des consoles et de tout ça, quoi. Mais donc, adaptation. Après, je sais pas, la Switch 2, elle lit le Unreal Engine 5? Je crois, je pense. Bah, je sais pas, ah non, mais après Resident Evil, ils ont leur propre engine, donc je sais pas. Mais oui, je pense. Ah, encore aujourd'hui? Ouais, bien sûr. C'est le RE Engine framework, là? Ouais, c'est le RE Engine. Ils l'ont développé à partir de leur remake et ça marche hyper bien, quoi, parce que leurs jeux sont beaux, quoi. Bon, et là, notamment, ils viennent de mettre une démo pour Onimusha, là, le nouveau Onimusha qui est là. Oui, j'ai vu. Il est trop bien. Tout à fait. La démo est vraiment trop cool, quoi. Donc, bref. Mais voilà, enfin, donc c'est toujours une nouvelle enquête dans ce monde de Fableton, quoi, parce que c'est une adaptation. Donc, libre des comics Fab de Bill Willingham et Mark Buckingham. Du premier arc particulièrement où Bigby mène l'enquête. Ouais, ambiance polar, avec Bigby, donc le loup, du grand méchant loup. Le Big Bad Wolf. T'as regardé le trailer qui est ressorti, hein? Oui, j'ai regardé.
Ça m'a fait effectivement un petit effet de nostalgie quand même. Parce que c'est surtout ça, quoi. Le temps passe et la vie court, et un jour on réalise qu'on joue plus le même jeu depuis. On n'a pas joué à ce jeu-là depuis 10 ans. J'ai complètement oublié. Je sais que je me rappelle aussi de quand je l'avais fait, mais j'ai complètement oublié de quoi ça parlait, quoi. Pareil. C'était une enquête, ça je m'en souviens. Avec Blanche-Neige peut-être, non? À refaire, on va le refaire avant de... Ouais. Justement, ils ressortent. Un podcast. Ils font un remaster justement qui sortira cette année puisque le jeu sortira en 2027. Oui, non, mais moi c'est bon, j'ai encore mes licences PS3, c'est bon. Donc ils font bien les choses là-dessus, au moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, mais c'est une bonne nouvelle. Après, je suis un peu tiraillé, mais ça a rien à voir avec le jeu en lui-même. C'est un miracle, hein, que le jeu puisse sortir après tout ce qui s'est passé autour de Telltale, le crunch, la faillite, la sauvegarde de leur propriété intellectuelle, etc. Même j'attends, tu vas rigoler, mais j'attends encore presque impatiemment qu'ils refassent un Batman comme ils avaient fait le 1 et le 2. Parce que même s'ils étaient gavés de bugs et que les choix scénaristiques changeaient pas tant que ça, j'avais bien aimé ces deux jeux. Non, c'était une chouette expérience, ouais. Ils pourraient même virer tous les QTE à la con où tu fais les scènes d'action, ça m'irait très bien aussi, parce qu'ils avaient aucun intérêt. Mais c'est plus, le fait est que Bill Willingham s'est engueulé avec DC Comics autour de Fables, où il n'était pas d'accord avec la direction que DC voulait donner à la série. Ouais. Et il a dit, regardez les contrats, ça m'appartient à moi. DC Comics a répondu, non, va te faire niquer. Et là, Bill Willingham a dit, dans ce cas-là, moi je vais mettre le comics en libre de droit pour que d'autres artistes et créateurs qui, s'ils veulent reprendre mon univers et mes personnages, pas comme voilà. ça. Et DC Comics a répondu, vas-y, les gens que vous l'avez entendu, alors allez-y maintenant, essayez de faire du Comics Fables. Nous, on a les avocats qui sont surentraînés, ils ont des mitrailleuses à chaque main. Ils vont arriver et ils vont vous défoncer. Et je trouve quand même ça un tout petit peu gênant parce que je n'aime pas Bill Willingham. C'est un mec qui est ouvertement trumpiste et compagnie. Lui et moi, on a plein de points pas communs. Néanmoins, ça reste son œuvre et je trouve ça un peu dommage quand même. Après. Oui, ça a été signé à l'époque, tu vas me dire. Ça a été signé il y a 10 ans. Bien en amont de je pense qu'il ne tout un tas de choses pas quand même, son consentement aujourd'hui pour que le groupe Warner Bros fasse du profit sur ce jeu-là. C'est juste ça qui m'embête personnellement parce que ça reste un créateur, c'est son œuvre, c'est ses droits et même si c'est un mec d'extrême droite, ça reste lui qui a créé ce truc-là. Néanmoins, ceci étant, oui, voilà, le jeu je te l'emprunterai pour pas l'acheter et j'y jouerai juste par nostalgie et compagnie. Mais il faut quand même effectivement comprendre que là, il y a un gars qui est en train de se faire fumer, quoi. Et il est important de le rappeler, de le signaler, si on croit effectivement à la liberté et au copyright des artistes. Mais il fallait que je le précise. Oui. Il est très conservateur, mais il est pas d'extrême droite. Oh, il est pas de centre droit en tout cas. Far right quand même, effectivement. Si, non, mais il a eu des takes. Right wing. Il a eu des takes assez vénères contre le wokisme et compagnie. Ouais. Ouais, bref. Tu sais ce qu'on dit, Corentin. Oui, je sais ce qu'on dit, oui. Je sais ce qu'on pense aussi, d'ailleurs. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est forcément... Bah non, mais je viens de défendre les droits du gars, là. Tu me fous la paix. Non, mais je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est d'extrême droite, enfin. Ceci étant, on pourrait aussi me répondre que Bill Finger s'est foutu en l'air et qu'il a jamais été reconnu de son vivant pour les droits de Batman et que... C'est pas suicidé. Enfin bref, il est mort dans la misère, tu préfères. Non, mais utilise les mots correctement, Coco. S'il te plaît. Que Siegel et Schuster, dans ce cas-là, ont pas eu la vie qu'ils auraient dû avoir. Bien sûr, oui, Superman. sûr, oui. Et ça ne m'empêche pas de consommer les produits Superman, effectivement. Mais là, comme c'est de notre vivant et c'est vraiment très actuel, parce que c'est récent, vous avez les articles en ligne sur le site, pour Fables. J'aurais préféré que le jeu sorte avant, entre guillemets. Oui, c'est sûr. Après, parce que s'épargner ça. De toute façon, le Vertigo, ce n'est pas du creator owned en tant que tel. Ils n'ont pas les droits sur la dérivation en multimédia des comics qu'ils ont créés. C'est plus ou moins oui et non. Enfin, c'est compliqué, en fait. Vraiment, c'est compliqué. Il n'y a pas de normes chez Vertigo. Si tu regardes Karen Bagger qui a pu récupérer les droits de Enigma, Peter Milligan, mais oui, mais de très peu de choses au final. Honnêtement, moi, tant que j'ai pas vu le contrat, je me fie plus à la parole du mec, enfin de Karen Berger et de Peter Milligan, je raconte, de Bill Willingham. Mais bref, je veux pas vous gâcher la fête, ni rien. Moi aussi, je vais jouer à ce jeu. Est-ce que je vais le payer? C'est une autre question. Bah non, parce que tu viens de dire que tu jouerais chez moi. Exactement. Autre arlésienne, un peu moins... qu'on attend depuis un petit peu moins longtemps, mais quand même, c'est The Last Ronin. Donc, on avait l'adaptation, on avait une annonce de l'adaptation de cet arc des Tortues Ninja futuriste, un peu le Dark Knight Returns des Tortues Ninja, qui nous avait été annoncé il y a 2 ans, je crois.
Oh, plus que ça. En jeu vidéo, je crois que c'était 3 ans. En fait, je sais plus si c'est tout 3, mais à l'époque, c'était THQ Nordic qui était annoncé. Non, c'était il y a bien 3 ans, c'était en août 2023. On nous disait donc THQ Nordic éditera un jeu vidéo, The Last Ronin, qui sera développé par Black Forest Games. Des gens qu'on connaissait pas forcément beaucoup enfin voilà, ils ont fait Destroy All Humans et Fade to Silence. Donc, c'est pas des jeux que moi j'ai fait en tant que tel, c'était pas non plus c'était pas un gros studio. Et donc c'était il y a quasiment 3 ans, c'était en août 2023 et depuis plus rien. Alors on sait que le développement de jeux vidéo ça prend du temps, mais effectivement tout le monde pouvait se demander un petit peu où est-ce qu'il était, d'autant plus qu'en parallèle il y avait un projet d'adaptation live action qui était finalement été abandonné par Paramount parce que visiblement ils pensent qu'une version R-rated des Tortues Ninja au cinéma c'est pas ce qu'il faut pour les Tortues Ninja, même si le comics a été un énorme succès au point d'avoir déjà dégénéré un spin-off, une suite, et qu'un 3e volet est en préparation. Et donc là, il y a eu le Summer Game Fest tout récemment. C'est parce que maintenant, il y a plus de 3, donc on remplace par plein de conférences vidéo online avec des trailers. Et donc, il y a une vidéo qui a été présentée pour annoncer de nouveau The Last Ronin. Sauf que là, c'est chez Paramount Game Studios que ça se passe. Et surtout pour le développement, et oui, c'est Platinum Games. Et ça fait plaisir. Et ça fait très plaisir parce que Platinum Games, c'est les rois du jeu d'action frénétique. C'est les rois du gameplay. C'est les Bayonetta, c'est Vanquish. Ils ont fait Metal Gear Rising Revengeance. Yes, ils ont fait TMNT Mutants in Manhattan. C'était très bien. Il y a quelques temps. Très bien, ouais, en effet cel shading un peu, très sympa. Ils ont fait un jeu Transformers aussi. Tout à fait, qui était sympa aussi. Ils ont fait, tu as dit Vanquish? Bien sûr. Eh tu n'auras pas oublié Vanquish. Bah non. Ils ont fait, techniquement, c'est les anciens de Clover, le studio Capcom qui avait fait Okami et Godsend et il y avait Shinji Mikami. Il y avait, comment il s'appelle, le Kamiya, ce mec qui a fait Wonderful 101 et Beautiful Joe, ouais. et qui a un malade mental absolument génial. On a fait une émission sur Platinum Games au Studio 17 dans l'émission spin-off de Frédéric Siris que vous pouvez toujours regarder en compagnie du bon Daniel Andreev, Camille Robotics. Donc n'hésitez pas, parce que c'était à l'époque, il venait d'être justement dans l'actualité pour la sortie de Ninja Gaiden 4, que je viens d'essayer et qui m'a rappelé à quel point cette franchise est dure. Elle est vraiment super dure. Les Ninja Gaiden, mais c'est un plaisir mais c'est compliqué. Mais bref, c'est Nier Automata aussi. C'est vraiment pour ceux qui apprécient le jeu vidéo d'action, c'est quand même beaucoup de bangers, comme disent les jeunes. Donc, je suis très arcade, très frénétique, comme tu disais, au niveau du gameplay. Donc là, je suis très chaud. Et très pointu aussi. On dit frénétique, mais c'est pas du button masher, hein. C'est les timings, non, c'est technique aussi, ouais. Les timings des contres dans Revengeance, ils étaient quand même assez, il fallait y aller, hein, quand même. Mais c'est très exubérant aussi souvent. Oui, et puis le truc c'est que quand tu arrives à maîtriser ces gameplays, que tu commences à vraiment comprendre les mécaniques, il y a un tel sentiment de satisfaction que c'est vraiment assez grisant. Donc je les vois tellement effectivement à l'Astronine où t'as Michelangelo du coup qui débarque dans New York et qui va se taper contre des hordes et des hordes de soldats, robots, ce que tu veux, du clan foot et tout ça. Enfin, avec j'imagine que tu rajouteras plein de personnages iconiques de la franchise pour un peu s'émanciper juste du canon de la BD, mais quel plaisir quand même. Enfin, ça, je trouve ça beaucoup plus de gueule maintenant que lorsque c'était, avec tout le respect que j'ai, THQ Nordic et Black Forest Games. Quoi. C'est pas mal, THQ Nordic, c'est pas eux qu'on fait le truc de Seigneur des Anneaux, là. Si, mais c'est pas... Enfin, je pense vraiment au studio développeur quoi, de Platinum. Ouais, non, mais carrément. En plus, de toute façon... Donc très content, quoi. Platinum, il y a peu de studios qui, à mon sens, provoqueraient un tel enthousiasme. Là même, je passe du coup, c'est au programme, mais le Wolverine, excusez-moi, je m'en sens. Oui, il y a le Wolverine. Le Wolverine d'Insomniac, j'adore Insomniac Games, mais ouais. je vois ce trailer et il me fait pas grimper au rideau, par exemple. Enfin, ce trailer, ces minutes de gameplay. Ouais, cette présentation. Ça a l'air très générique. Le truc, c'est que là, il y a pas de DA, de toute façon, quoi. Franchement, c'est. C'est réaliste, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ce côté un peu. Éclairage réaliste. Ça marchait sur Spider-Man, mais plus j'y pense, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé Spider-Man et Spider-Man 2 en tant que tel, c'était efficace. Mais c'est vrai que une fois dépasser le côté juste, ah ouais, c'est vraiment Spider-Man qui se balade dans New York et tout ça, vraiment que t'as vraiment ce vrai feeling d'un point de vue artistique, effectivement, franchement, ouais. Je vais y revenir encore, je vais dire le mot valise, mais cel shading, quoi. Pour tout ce qui est adaptation de comics, même pas en fait, je veux dire, il faut du cel shading. Arkham City, on peut se plaindre des costumes, des boulons sur la tenue de Batman. Il y avait une vraie DA. Il y a même Arkham Asylum, bien sûr. Il y avait une vraie direction artistique. C'est-à-dire que
les couleurs de Batman, les éclairages, les vilains. Il y avait une ambiance, c'était pas réaliste, justement. T'étais quand même vraiment dans Gotham City, avec des guillemets. En fait, tu sais, je suis désolé de te couper, mais en fait, là, le Wolverine. Non, t'es pas vraiment désolé de me couper. Je suis pas très très désolé en vérité. Je m'en bats les couilles, couper. Non, je m'en bats les couilles. Ça ressemble de ouf à ce qu'a fait Square Enix avec Marvel's Avengers. Oui, c'est ça. Ouais, c'est fade. Ça ressemble vraiment à ça. Ça a ce côté fade et bon, moi, un jeu d'infiltration AAA par ces mecs-là, pas de souci parce que ils savent quand même faire des bons gameplays. Mais moi, tu vois, par exemple, ce que j'avais aimé dans Infamous, c'est que c'était très coloré, les Infamous 1-2. C'est console un peu plus réaliste, ceci étant, mais c'était quand même très cool. Il y avait, parce que t'avais les 3 types de pouvoirs. Voilà, t'avais les cutscenes en effet comics, t'avais la bête, t'avais des gros boss vénères, etc. Mais après, le héros a des pouvoirs qui sont plus colorés de base. Putain, mais Wolverine, le fait est que Wolverine, c'est juste un mec trapu avec des griffes. Spider-Man, t'en parlais, mais le mode de déplacement de Spider-Man, déjà en soi, c'est un truc que t'as envie de jouer. Se déplacer comme Wolverine. Bah, c'est pour ça que c'est un jeu d'action. C'est un peu moins couru. C'est un jeu d'action, de toute façon, c'est un jeu linéaire, ce sera pas un monde ouvert et tout ça. Donc ça, au moins, c'est une bonne chose en tant que tel, que ce soit vraiment juste un jeu d'action. Je suis assez curieux de voir la mécanique pour enfin, tu vois qu'il peut, effectivement, il a son facteur régénérant, donc, il y a quand même un game over qui est possible. Genre, si tu prends vraiment trop de coups, bah, en fait, t'arriveras pas à te régénérer forcément, donc, j'attends de voir comme ça. Ça a l'air très violent. Après, ils ont annoncé qu'ils avaient un mode, PG-13 en gros, pour ceux qui aiment pas les effusions de sang. Je fais, c'est un peu con quand même. Il tue les gens avec ses griffes quand même. Ouais, c'est ça. Je trouve ça toujours un peu ridicule. Non, mais il y a pas de sang quand il les griffe, tu sais, c'est des griffes en caoutchouc. Bah, je parlais de Ninja Gaiden 4, je t'ai dit, j'ai installé et ils font aussi un mode où tu peux enlever les effusions de sang et les ralentis lors des finishes, tout ça. Je fais, mais quel est l'intérêt, quoi? Imagine, tu fais une série que tu tournes en noir et blanc et tu dois retaper un reshoot pour la mettre en couleur, quoi. Imagine, tu fais un film avec un vampire et tu peux pas montrer du sang. Ouais, c'est ça, et tu mets en PG-13, quoi. Personne fait ça. Non, ça n'a aucun sens. Non, mais après, voilà, 6 minutes de gameplay. De toute façon, moi, j'ai pas les consoles qui permettent de jouer à ce genre de jeu. Je suis ravi de rattraper en retard Assassin's Creed avec 10 ans maintenant de retard. J'en suis à Valhalla, d'ailleurs, il est très bien. Et derrière, enfin, c'est Valhalla, c'est Valhalla. Et derrière, je jouerai peut-être un jour à ces jeux-là quand ils seront en promo si j'ai la console qu'il faut. Mais même Spider-Man, tu vois, moi, je l'avais commencé, Spider-Man 4, oui, comme tu dis, c'est marrant de faire mému, c'est marrant le Spider-Man 4, pardon, Spider-Man sur PS4, pardon. C'est marrant, tu te balades, t'es content, etc. Moi, le scénario, je m'ai un peu fait chier, donc je me suis arrêté au bout de quelques heures. Mais après, je suis pas un très grand genre de jeu vidéo, donc peut-être que mon avis est moins important. Là, je trouve quand même que même par rapport à un Infamous, ça fait effectivement un peu fadasse. Ouais. Je trouve qu'Infamous 3, enfin, c'est comme ça fait déjà un peu plus fadasse que les deux précédents. Ouais, tout à fait. Donc, non, mais alors qu'Infamous 2, quel jeu. T'es mortel. L'extension où tu joues un vampire, un vampire était mortel, celle-là. Tu te transformes en chauve-souris pour voler et tout. Mais je comprends pas que cette licence soit pas revenue, en fait. C'était tellement bien. C'était vraiment, ils ont buté le héros à la fin du 2, donc, Oui, mais tu refais de la même façon que t'avais Devin bien qui sûr. Était le héros de... En plus, c'était bien vendu dans mon souvenir, le premier. En tout cas, c'était une très belle vitrine. C'était un jeu de lancement sur... Ouais, c'était une vitrine technologique de ce que faisait la PS4 et c'était assez bluffant quand même. Ouais. Je sais pas, il y a pas eu de mauvais jeu en tant que tel. Après, peut-être qu'il a pas assez marché pour que ça... Ils avaient même poussé pour mettre Cole, le héros des deux premiers, dans Street Fighter Cross Tekken, un jeu de baston commun à Capcom et Namco. Ou un peu et même dans le PlayStation All-Star Battle Royale. Donc ils voulaient clairement en faire un peu une nouvelle licence forte et tout. Et c'est vrai qu'après Second Son, ils ont pas réinsisté. C'est dommage. Non, t'avais eu le spin-off juste sur l'autre personnage là, Light machin, mais. D'ailleurs, mention à Tiger Suplex qui dans un podcast, ancien journaliste de Gameblog, dans un podcast il y a 12 ou 13 ans, après Second Son, il avait fait la critique, il avait dit ce serait trop bien si ces mecs-là faisaient un jeu X-Men. Et avec leur recul, quelque part. Avec le recul, en fait, c'est peut-être un peu moins bien. Mais après, je trouve, ce sera très bien. Hein. Là, on voit vraiment que des mécaniques très basiques de gameplay. T'auras peut-être des scènes de foule, des scènes de rush, des boss impressionnants. Oui, non, mais je pense qu'en termes de mise en scène, ça risque d'être sympa. Ce qui est juste dommage, c'est que ça manque un peu de personnalité, en fait. Mais ouais, c'est... Mais tous les héros ne se valent pas en jeu vidéo aussi, hein. Ce serait peut-être plus intéressant d'avoir fait tous les X-Men, où t'aurais plus de variété dans les pouvoirs et tout. Que un Wolverine qui effectivement à part griffer et bondir sur les mecs fait pas grand chose de très varié, tu vois. Enfin, Wolverine il a pas des pouvoirs qui appellent à beaucoup de variété. Par contre, Infamous c'est pas Insomniac. C'est pas Insomniac? Non. Alors on dit n'importe quoi depuis tout à l'heure en fait. Non, mais non, on faisait juste un parallèle parce qu'on se rappelle que ce genre de jeu-là de super-héros était bien. Non mais t'as raison, c'est les mecs qui faisaient Sly Raccoon aussi.
Ah, comment il s'appelle? Eux, ils ont fait Ratchet Clank, notamment, enfin, Infamous. Oui, c'est ça, c'est des studios un peu cousins. Insomniac a fait Ratchet Clank, en l'occurrence. Ouais, eux, ils faisaient il y avait Ratchet Clank, Crash Bandicoot, Sly Raccoon, c'était Naughty Dog, Insomniac et Sucker Punch. Sucker Punch, c'est voilà. ça, Sucker Punch, absolument. Absolument. Bah, Sucker Punch, peut-être plus dans notre vibe à nous. Bah non, parce que Peut-être. ouais, mais Sucker Punch, en fait, maintenant, ils font les Ghost of Tsushima et Ghost of Yotei. Et, du coup, C'est très bien, mais qui continue. qui sont de Continue. bons jeux. Ne vous arrêtez pas En tant que tel, moi je les trouve pas non plus exceptionnels, mais ça reste. Oh, c'était sympa. Je commence à en avoir marre des open world en fait, qui ont vraiment pas une dimension. En fait, quand t'as fait Elden Ring d'un côté, From Software, c'est pas encore un open world. Non, du tout. Ils arrêtent, ça y est. Je sais pas sur un Elden Ring 2, mais le truc c'est que quand t'as fait d'un côté les Breath of the Wild, enfin les Zelda et Elden Ring de l'autre, en fait, t'as les deux versants vraiment de l'open world. Ouais. Donc, et je suis désolé, mais en face de ça, pour moi, Tsushima était un peu fade, quoi, vraiment. Après, il était beau, mais il était fade. Ouais, surtout même en termes de gameplay de combat, j'étais vraiment pas satisfait. Le jeu justement en fait, le truc hier pour la Switch 2, c'est un From Software aussi. Duskblood, ouais. Ouais, bien c'est sûr. Quoi du coup? Bah, en gros, c'est la suite spirituelle de Bloodborne en multi. Okay. Du coup, en coopératif, faudra voir, mais après, tous les jeux de FromSoft ont toujours un peu une composante coopérative. Oui, mais celui-là, il y a Dark Souls et il y a celui-là, quoi. Night Train, j'ai l'impression que ça va être un peu comme sur Night Train, un Bloodborne-like version Night Train. Donc, on verra, on n'en sait rien. Pour l'instant, on n'a pas de gameplay vraiment, quoi. Donc, j'attends de voir les détails, mais ça va être cool aussi. Allez, Corentin, on termine la partie télé avec une annonce surprise, puisque Batman Cape Crusader saison 2 arrive le 31 juillet. C'est fou. Voilà, ok. Trop bizarre. Vraiment, la communication chez Prime Video. Mais rappelle-toi, c'était la même chose pour la première saison, hein. Ils avaient fait le strict minimum, hein. Tout à fait. Bah, c'était un 6 semaines de promo, quoi. Puis là, et de nouveau, ils balancent les 10 épisodes en une fois, quoi. Mais c'est fou. Je comprends pas comment fonctionne leur modèle économique. Enfin, je comprends très bien comment fonctionne leur modèle économique, mais comment ils s'autorisent à perdre de l'argent, bêtement, parce que, est-ce que tu peux me citer, Arnaud, toi de tête, les 3 exclusivités Prime, en dehors de The Boys, de The Boys, de Invincible et de, en dehors de nos licences à nous. Et de Paper Girls. Tu as de tête, des séries ou des films. En dehors, ils ont Fallout, non? Il me semble. Ouais. Je suis quasiment sûr. Ouais, ok, peut-être, je sais pas. Ils ont, Après, oui, tu vois, c'est ça, je regarde peu de séries, en fait. En fait, Prime, pour moi, c'est une plateforme que tout le monde a, que les gens qui ont le service Prime pour avoir la livraison des colis gratos, ce qui n'est pas mon cas, je précise, l'ont. En France, ils ont fait les LOL qui ressort, ils ont fait Comedy Class avec Eric Emrazi, ils ont fait pas mal de programmes comme ça, portés sur l'humour. Oui, et en vrai, le remake de Palm Springs aussi, avec un des potes de la bande à Fifi. Ils avaient The Tick aussi, rappelle-toi. Oh, mais ça, c'était il y a 1000 ans, ça compte pas. C'était il y a 10 ans, mais... Ouais, non, attends. Tu parles de trucs, tu sais, qui... Pourquoi ils ont les Jack Reacher, non? Pourquoi tu allumes Prime? Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi toi, tu as Prime, non? Ouais, bien sûr. Et Jack Ryan, non, c'est Jack Ryan. Quand tu allumes Prime, qu'est-ce que tu regardes? Ça, c'est ma question, en fait. Je squatte, du coup, les programmes HBO Max. Mais voilà, tu vois, c'est ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, les gars, probablement qu'ils ont des contenus, mais ils font tellement mal la promo, ils balancent tellement tout mais en vrac que tu te dis, je regarde, pourquoi vous mettez de la thune, genre, ça a dû coûter beaucoup d'argent, Spider Noir. Alors, Arnaud a fait la blague tout à l'heure, et effectivement, on a découvert que Spider Noir avait été pensé pour être une série en noir et blanc, d'entrée de jeu, par Aurélien Uziel et Steve Lightfoot, et que en cours de route, Prime a dit, non, on a changé d'avis, on veut une version couleur aussi. Marvelous Miss Maisel, c'est... Ça fait fini longtemps, ça aussi. Mais c'est très bien, par contre, hein, vraiment. Fleabag, ça fait littéralement 10 ans, là. Mais oui, tu me demandes de te citer des trucs. Non, mais actuels, des produits qui permettraient de poursuivre ton abonnement, tu vois. Il y a Off Campus, je crois, en ce moment. Ça marche de ouf. Je connais pas. C'est de la romance, à la fac. Mais oui, c'est vrai qu'ils font ça. Et c'est très caliente, quoi. Ils ont ce créneau, et je crois qu'il y avait aussi The Summer Ethan Pretty, qui était un truc Prime. L'été où je suis devenu je suis assez fan de ce truc-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ils ont commandé la série en noir et blanc, et après ils ont changé d'avis. Sauf que tu tournes pas du noir et blanc comme tu tournes de la couleur, en fait. C'est-à-dire que quand tu tournes du noir et blanc, il faut que les couleurs que tu filmes dans le monde réel flattent ta future nuance de gris. Ouais. C'est pas juste moi je filme Arnaud et je fais un effet de saturé. Il faut que tu travailles les éclairages, les couleurs, les contours. Il faut que je porte des habits d'une couleur spéciale pour que quand on les passe en noir et blanc, ce soit plus accentué du reste du décor, etc. Donc, évidemment, les créateurs, ils ont dit, ah bon? Mais on a déjà tourné quand même pas mal de choses. Et donc, ils ont dû repartir en tournage pendant quasiment 1 an pour annuler tout ce qu'ils avaient fait avant
et refaire la série en couleur et après travailler le grain de la série et le noir et blanc en post-prod. C'est pour ça qu'elle a pas exactement une gueule de vraie série en noir et blanc et qu'il y a cette espèce de patine un peu curieuse au niveau des éclairages. Bon, moi j'ai pas le niveau de certains chefs-op qui du coup repéraient le truc tout de suite, mais effectivement quand tu le sais, tu te dis c'est vrai que ça, il y a un truc un peu uncanny valley-esque entre guillemets au niveau du noir et blanc. Et voilà, donc la série a dû coûter extrêmement cher. Alors il y a un abruti sur le web qui dit 400 millions. 200. Il y a absolument aucune chance sur Terre que cette série ait coûté 400 millions. J'ai vu beaucoup de titres reprendre l'info. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une plateforme dans l'univers qui va payer plus cher que le Seigneur des Anneaux pour la série Spider-Noir. C'est pas possible, en fait. Restez bien tranquille. Peut-être qu'elle a coûté plus de 100 millions, plus de 200 millions. C'est très peu probable quand même. Mais elle a surtout coûté 2 fois le prix d'une série normale. C'est ça qu'il faut retenir. Et en plus, il la balance en une fois. Ouais. Avec une campagne de promo qui a pas non plus pété les plafonds, hein. Je ne capte pas. Et c'est pareil, tu vois, quel Crusader, du coup, on a quand même fucking Bruce Timm et Ed Brubaker dessus. Batman. Ouais. Petit personnage, pas très connu. Il a fait un caméo dans un comics Bushbug il y a 1000 ans, donc voilà. L'absence de soins apportés à ce truc, c'est en ouf, plus, c'est qu'ils exploitent bien la marque Batman. Enfin, Mary Little Batman, ils ont fait un film, une série animée. Ils ont déjà racheté 4 Crusaders. T'as envie de dire, mais là, ça vous intéresse manifestement de faire du Batman. C'est ça, c'est pour si vous la voulez, pourquoi vous n'en parlez pas? The Boys, c'est en hebdo. Invincible, c'est en hebdo. Peut-être qu'ils font de l'hebdo juste pour leurs produits à eux, mais techniquement, cette série n'existerait pas sans eux. Donc, ouais. C'est leur produit à eux, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est eux qui payent. C'est pas Warner Television qui paye toute la facture. C'est pas Nicolas qui paye. Donc, ouais, bref. Après, la bonne nouvelle à retenir, même si la saison 1 était quand même un peu décevante, je pense qu'on peut se l'admettre collectivement en tant que société. Moi, je l'ai bien aimé, mais je comprends qu'on puisse en attendre un peu plus. C'était le comparatif avec TAS qui a tiré le truc vers le bas. Ça, faut arrêter, hein. Non, mais faut arrêter de demander à un créateur qui a déjà fait un truc que quand on lui fait un autre truc, on compare les deux. Mais c'est pas ça, mais non, c'est pas ça, c'est Batman TAS, c'est trop fort, tu peux pas, c'est tout. Moi, Brubaker, il sort un nouvel album, bah je le prends tel quel, je compare pas avec avant. Les cartes FR, je vais mettre le micro dedans, là tu me saoules. Non mais voilà, probablement qu'avec la saison 2, on aura tous revu nos attentes en fonction de ce que Bruce Timm veut nous donner, et que là, on sera peut-être plus à même de juger le produit pour ce qu'il est. Moi, j'avais bien aimé l'un, j'ai eu plein de défauts, plein de critiques à lui faire, mais ça restait une belle proposition. Yes. Et puis, ça fait plus de Batman en animation 2D. On est content. Et Spider-Noir était sympathique aussi. On en reparlera bientôt. Et blibli-blibli. Mais d'abord, Corentin. Oui. Du côté du cinéma, une petite actualité pour nous dire simplement que Barbarella, l'adaptation, le projet d'adaptation dont on n'entendait plus parler depuis longtemps, est toujours d'actualité. Ça n'a pas disparu, toujours une envie d'adapter tout ça, avec Sydney Sweeney sûrement dans le rôle principal, avec... comment c'est pas sûr, hein, mais... Enfin, il faut... Si on veut comparer ça avec Margot Robbie, généralement, quand elle produit, elle se file le rôle principal, en tout cas au début. Parce que l'actualité, pourquoi on parle de ça, c'est qu'en fait, Deadline a fait un article pour annoncer que, après la clôture de la saison 3 de Euphoria, qui était une blague, hein, cette saison 3, Sydney Sweeney a officialisé l'ouverture de sa boîte de prod, qui s'appelle Honey Trap. Donc, piège à guêpe, piège à abeille. Piège à miel. Ouais. Voilà, ce qui est aussi un jeu de mots, ce fait que honey veut dire chéri, qu'elle a les cheveux blonds comme du miel, et trap, voilà. Donc, c'est encore une fois, la politique de se réapproprier. Femme fatale, un peu. Voilà, se réapproprier un peu son image de bimbo, etc. En mode, maintenant, je vais travailler pour moi. Ouais, et en même temps, même pas de réappropriation parce qu'elle a toujours été ultra à l'aise avec ça, en fait. Oui, elle a donné une interview récemment où elle dit, elle dit qu'elle a très bien conscience de ce que les gens vont chercher chez elle au départ et que son but, c'est de convaincre avec autre chose, etc. Donc, bref. Surtout qu'elle a fait des films où elle est, en l'occurrence, où justement, ils exploitent pas sa plastique et c'est une très bonne actrice, quoi. Non, pas seulement. Il y avait un truc où elle joue, Reality. Ouais. C'était hyper bien, ça. C'était très bien. Elle est super forte là-dedans, donc. Tout à fait. Néanmoins, voilà, donc Honey Trap se lance, elle a des partenaires producteurs. Faut savoir qu'elle a déjà coproduit des œuvres dans lesquelles elle apparaît, évidemment. Je crois qu'elle avait coproduit Sorry to Bother You. Non, pas Sorry to... que je raconte. Non. C'est quoi? Pardon. Anyone But You. Oui, ça, c'est possible, ouais.
qui était claqué au sol, ce film. Ah ouais? Ah là là, mais tu sais, tout le monde qui m'a dit, ouais, c'est le retour de la rom-com et tout. Après, oui, c'est ça, mais c'est un film, c'est un thirst trap, ce Mais truc-là, même non? pas, enfin, il y a rien de... Bah, frérot, c'est même t'as pas Sidney Sweeney d'un particulièrement, côté et de l'autre, t'as, comment il Powell. s'appelle? Mais Glenn oui, bien Powell, sûr, mais- excuse-moi. Mais c'est un first trap pour républicain, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir jamais Pourquoi pour vu le moins de films un peu vraiment sulfureux pour trouver ça sexy. Enfin, c'est pas sexy, c'est juste des belles personnes qui sont des papouilles. C'est pas un film. En maillot de bain. Tu vois, c'est comme à l'époque où on disait, waouh, Fifty Shades of Grey, franchement, c'est un peu, c'est un peu, Et non, frère, c'est pas un peu c'est un plaisir coupable pour ménagère qui a jamais lu un vrai porno de sa vie. Enfin, c'est bref. Néanmoins, le fait est que ce film-là. Sachez que toi, je sens que tu lis des. Mais toi aussi. Enfin, on a déjà lu des comics plus. Non, j'allais dire que des films plus sulfureux que Anyone But You. Enfin, toi, tu lis de la dark romance, toi. Mais non, justement, je déteste ça. Moi, j'ai même pas vu Fifty Shades of Grey, etc. Mais je sais qu'il y avait eu ce débat autour des vrais écrivains et écrivaines, d'ailleurs, de littérature un peu plus X, à l'époque, qui disaient, mais attendez, c'est un arbre dégueulasse qui cache une vraie forêt de trucs intéressants, en fait. À l'époque, 50 nuances de gris. Parce que la vérité du projet, c'est que c'est un modèle dark romance, certes, mais c'était quand même plutôt sage et puritain, en vérité. Un peu comme Twilight, d'ailleurs, hein. Twilight qui a jamais eu vocation à être la BD un peu amour interdit qu'on nous vendait au départ. Ça finit comme une morale mormone à la con. Bref. Tout ça pour dire que Anyone But You, pardon pour la parenthèse, avait bien fonctionné. Entre-temps, elle a fait des trucs qui ont moins bien fonctionné. Pour être honnête, elle a failli, elle a frôlé un peu la catastrophe récemment avec son biopic sur la boxeuse, là. Effectivement, qui s'est vraiment vautré la gueule. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a le film de Paul Feig. Hein? La femme de ménage, oui, qui a très bien fonctionné. Donc ça, c'est un peu la sinusoïde de, bah là, c'est bon, je suis en... Après, ils ont adapté le bouquin de l'autrice qui est la plus vendue du moment ever. Oui, voilà, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup de gens moi, je connais des gens qui n'ont pas aimé le film, mais qui ont quand même été le voir par l'envie de... Ça a créé une sorte de petit phénomène sur les réseaux de, il faut qu'on aille le voir pour cracher dessus et tout. Donc, bref. Parce qu'apparemment, c'était pas terrible. Tu l'as vu, toi? Non. Ok. Ah bon? Bah ouais, il y a Amanda Seyfried et Sidney Sweeney. Ouais, ce que j'allais dire, ça devrait être ta cam. Bah ouais, mais sur le papier. Tu vois, même le thirst trap n'a pas fonctionné. Moi, ça fait un bail que ça fonctionne pas. Moi, après, je suis pas un très grand fan de Sidney Sweeney au sens large, mais enfin plus maintenant. Mais pour résumer, donc effectivement, maintenant, elle compte produire plusieurs trucs. Il y a des machins qui nous intéressent pas, et il y a effectivement le film Barbarella. C'est vrai qu'elle fait un truc Gundam aussi pour Netflix. Ça te catastrophe. Oui, mais c'est avec Jim Nickel, le mec qui a fait Sweet Tooth, non? Ouais, ça me fait peur, ça, purée. Moi, je comprends pas la... Et pourtant, j'ai pas d'affect pour Gundam, parce que je connais pas. Moi, j'ai de l'affect pour Gundam. Mais je vois Gundam par Netflix avec Sidney Sweeney dedans, je fais qu'est-ce qu'ils font? En plus, enfin, Gundam, si tu fais un film dessus, l'intérêt du gigantisme sur un écran de télé, je trouve pas ça très rationnel. Ouais. Gundam en image réelle, c'est complètement con. Enfin, c'est comme Akira en image réelle, c'est comme tu disais tout à l'heure, 2D. Enfin, Gundam, c'est de la 2D. Enfin, bref. Néanmoins, ce film-là, il existe. Elle est en train de tourner dedans actuellement en Australie. Comme d'ailleurs Anyone But You est tourné en Australie. C'est marrant, en Australie. Il doit y avoir des crédits d'impôt. Et donc après, l'idée, c'est de faire effectivement le film Barbarella, qui s'est trouvé une paire de scénaristes, et qui serait tourné par Edgar Wright. Voilà. Et donc peut-être, effectivement, avec Sidney Sweeney en bikini cosmique. Bon, je sais. Arnaud, parle un peu. Je parle beaucoup depuis tout à l'heure là. Donne ton avis sur ce projet. J'ai aucune idée de. T'as pas lu Barbarella, toi? De s'il va pouvoir. Je dois avoir un album qui traîne quelque part dans cette bibliothèque. Tu l'as pas lu? Non. Je sais pas si t'avais l'album. Je sais pas si tu l'avais lu. non, pour dire que est-ce que je suis plus ou moins proche de la. Non, Barbarella, ça me dit. Non, j'ai pas. T'as pas vu le film avec Jane Fonda? Nope. Bon, après, il est pas incroyable non plus, mais. Non, donc j'en ai une image j'ai une image de ce que c'est, mais je connais pas bien le sujet. Après, voilà, tu me dis, Sidney Sweeney qui va jouer Barbarella, je vois très bien l'intérêt. Les raisons que tu vas trouver. L'intérêt physique, on va dire, assez évident du truc, quoi. Après, elle est habillée, hein, Barbarella. Je suis désolé de te. Oui, mais en bikini de l'espace, Corentin. Pas forcément. Chez Dynamite, elle est plutôt en combinaison intégrale cuir, avec juste un décolleté, quoi. Enfin, c'est. Désolé, Arnaud. Mais non, mais c'est comme Black Cat, quoi.
Oui, c'est comme Black Cat, c'est vrai, Tu effectivement. vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais bon, après, au-delà de ce côté un peu J'y vois vraiment le côté, je suis Sydney Sweeney, je sais que j'ai une produit d'appel, on va je dire. sais que j'ai une plastique incroyable, je veux en jouer aussi. Incroyable. Et je vais... Mais non, mais enfin, elle est dans Ça tout... se calmer non plus. Mais non, mais c'est pas mon avis, c'est les canons de beauté du Hollywood actuel, quoi. Oui. C'est tout. Non, mais d'accord, mais ce que je... Enfin, bref. Mais non, mais c'est pas moi qui décide, quoi. Elle est relativement fine, elle a une énorme poitrine, donc voilà, c'est... Et pas de visage, donc. Et, bah si, et un visage aussi. Non, mais putain, On s'arrête là. je te parlais de T'as plastique. une gros nichon. Mais non, mais après le visage, mais après c'est Elle peut être brûlée au 3e degré, c'est bon. Moi, il y a les blondes aux yeux bleus, qu'est-ce que tu veux que pour l'américain c'est ça, moyen, voilà, pour la j'allais dire. mais même pour la société moderne, elle coche toutes les cases, quoi, tu vois. Donc elle le sait, elle en joue depuis les débuts, elle veut continuer d'en jouer. J'imagine que elle aime le personnage de Barbarella, qu'elle se dit putain, je serais bien une exploratrice sexy de Oui, l'espace. mais c'est ça. Je vois dans le truc, mais après C'est ça, mais c'est comme encore une fois Anyone But You. Et à côté, je peux aussi vendre aux masturbateurs précoces qui pourront me voir en bikini de l'espace et donc faire un gros succès. Comme tu dis, elle sait très bien ce qu'elle vend. mais à côté t'as Edgar Wright à la réalisation et ça devient d'un coup beaucoup plus Voilà, moi, c'est intéressant. ça qui m'intéresse parce que pour être franc, Sydney Sweeney, j'avoue que c'est encore une fois un problème personnel, mais disons qu'elle n'est pas spécialement dans mon top des personnalités préférées du moment. Toi, t'es encore resté sur sa campagne de jean nul, là? Pas que, je trouve qu'elle louvoie un peu quand même avec ce côté républicain, un peu, ouais, moi franchement Trump pas de problème et compagnie. Enfin, c'est un peu comme The Rock, tu vois, c'est pas une question d'homme-femme hein, en l'occurrence. Quand Dwayne Johnson il avait dit je vais pas supporter la candidature de Biden à la réélection parce que à cause de ça, mes films se sont cassés la gueule parce que j'ai vexé les républicains qui sont plus venus me soutenir dans les salles. T'as envie de dire déjà tu peux être un individu qui a des convictions avant d'être un mec qui vend de la vodka et des films de merde. Et ensuite surtout que les gens t'ont peut-être trop vu et n'ont pas été voir tes films à cause de ça. Oui, c'était pas, je pense pas que c'était lié à Biden. Non, c'est quoi. comme ça que lui il a expliqué pour dire maintenant je m'engage plus pour rien parce que je veux vexer personne, l'Amérique est trop divisée, je veux la rassembler, etc. J'ai l'impression que Sweeney c'est pareil, c'est une carriériste, elle a raison de suivre le modèle qu'elle suit et ça fonctionne pour elle, tant mieux. Néanmoins, c'est vrai que personnellement, moi, il y a un truc qui m'agace un peu dans son profil. Maintenant, effectivement, si c'est un film d'Edgar Wright avec Barbarella, moi j'aime bien la BD de Forrest. Le film de Fonda, bon, m'intéresse pas plus que ça, mais même le comics de Léa Williams, Barbarella Dejatoris qui était sorti, qui est pas mal du tout. Ça m'intéresse, voilà, et ça fera du fric pour les héritiers de Forrest. Mais en plus, non, je crois qu'il est encore en vie, je crois. Bref. D'ailleurs, la BD elle-même est pas tellement érotique, hein. Enfin, c'est érotique pour les années 60, hein. Barbarella, il y a l'orgasmotron, ça c'est vrai. Une machine qui fait des orgasmes nana. Voilà, ça existe. Repris dans Captain Orgasmo. Voilà, qui est dans le film aussi d'ailleurs, hein, qui à l'époque est choqué parce qu'on voit Jane Fonda qui a un orgasme dans une machine qui ressemble à un grille-pain géant. Mais la ouais, BD, donc c'est pour ça, donc c'est ça le côté érotisme alors oui, qui est associé au personnage. C'est ça, et c'était, elle a une vie sexuelle, on va dire Barbarella, mais c'est très léger, tu vois, c'est pas Druna, quoi, on va dire. Là, c'est l'autre extrême du spectre, on va dire. Ouais. Donc moi, voilà, dans l'idée, pourquoi pas, ça m'intéresse. Ça m'irait même très bien que ce ne soit pas Sydney Sweeney dans le rôle principal. A priori, ce serait quand même ça, quoi. Parce que si tu regardes la page IMDb, c'est quand même ça qu'ils disent, qu'ils annoncent. Donc, ouais. et comme dit, je vois pas. Je sais que le plus grand nombre, entre guillemets, serait partant pour ça. Hein. Oui, non, mais puis, bah, après, même, il y a une certaine logique. Enfin, si c'est elle qui produit le truc, tu vois très, je veux dire, le rôle collerait a priori. Donc, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pas, quoi. Elle avait fait Immaculée aussi, qui était vraiment sympa, en film d'horreur. Ouais. Jouer une nonne, c'est ça? Ouais, dans un couvent avec des histoires de... Non, elle a pas fait Langlegs, c'est Maika Monroe. Ah merde, pardon, je confonds. Qui est aussi une super actrice. Elle a pas fait un autre film d'horreur relativement récemment? Non, elle avait fait Eden, qui était un film vraiment bizarre. Il s'est tollé, lui. Ouais, qui s'est tollé, qui était pas nul, mais qui était pas ouf non plus. Récemment, non, elle a pas fait de film d'horreur depuis. Très bien. Bon voilà, c'était l'actualité autour de Barbarella. Alors maintenant, on dit ça, effectivement, elle est en train de tourner Gundam, elle a un autre projet qui est déjà prévu derrière. Probablement que ce sera pas prêt avant 2028. Surtout qu'elle va faire la suite de la femme de ménage aussi, donc ouais. On verra bien si ça voit le jour. Hein. 2028, voire 2029. Ouais, et Edgar Wright lui-même, je crois pareil qu'il a d'autres marrons sur le feu. Donc on verra bien si ça arrivera. Mais c'est Sony qui dit, j'ai oublié de le dire, elle a un accord de first look avec Sony, donc voilà.
Yes. On en a terminé pour ce front page. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous pouvez partager cette émission sur les réseaux sociaux, en parler autour de vous, poursuivre la discussion sur notre Discord et nous soutenir sur notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour la suite de nos émissions. Salut! Salut!